tu sais rien, tu peux rien planifier. Rien. Tu peux t'arrêter au bout de 10 jours, 20 jours, 30 jours. Il y a eu tellement plein de configurations comme ça que, en fait, ouais, c'est bien, tu l'as terminé, mais t'es rien par rapport à un gros temps qui va arriver. Et puis, bah voilà, ça s'arrête. C'est ça la course nature. La course nature, c'est que tu sais pas ce qui va se passer. C'est l'essence du truc. Ça bouscule ton quotidien. Et puis, je voudrais aussi dire que je vais pas dire que tout le monde peut le faire, mais si tu as vraiment envie de le faire, purée, il faut y aller. Faut pas y aller du jour au lendemain, mais j'ai mis presque 10 ans à y aller, en fait, au bout du compte. J'aurais pu faire plus long, plus court, c'est pas le problème, mais il y a vraiment rien d'impossible, en fait, à le faire, en fait. Et si tu es méthodique et organisé et consciencieux, enfin voilà, tout ce que un peu j'expliquais depuis le début, il n'y a pas de surhomme, il n'y a pas de course la plus dure du monde, voilà. Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course épique. Course épique, c'est le podcast Running et Trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course hors du commun. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course épique qu'elle se raconte. Course épique, c'est un nouvel épisode chaque mercredi, mais c'est également chaque lundi matin un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Nous avons donc rendez-vous 2 fois par semaine. Et si vous souhaitez suivre notre actualité au jour le jour et découvrir les coulisses du podcast, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram courseepique.podcast. J'ai le plaisir de recevoir dans ce nouvel épisode Eric Basset. La neige, la glace, le vent et des températures allant jusqu'à -40 sont le terrain de jeu privilégié sur lequel Eric aime à s'épanouir depuis plus de 10 ans. Après avoir découvert tardivement la course à pied, Eric s'est lancé en 2005 sur une première diagonale des fous. Ses envies et ses baskets l'ont ensuite mené sur des formats de course atypiques et des destinations peu courantes comme la Libye, l'Égypte, Madagascar, le Cameroun, l'Inde ou encore l'Amazonie. Son intérêt pour le grand froid naît en 2009 après une aventure fondatrice au Canada, la Rock and Ice. Il a ensuite multiplié les ultrapolaires, 12 à ce jour, dont la plus longue épreuve était alors 650 km, jusqu'à cette Iditarod 1000, une course de 1000 miles, soit 1600 km en Alaska, qu'Eric va partager avec nous aujourd'hui. Il est inutile de vous dire combien le récit de cette course si singulière va vous faire vivre d'intenses émotions, comme a pu les vivre Eric à l'occasion de cette expérience, qui reste avant tout pour lui une formidable aventure intérieure. Mais je ne vous en dis pas plus. Eric va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course épique, 1600 km en Alaska. Salut Eric et bienvenue dans ce nouvel épisode de Course épique. Je suis ravi d'échanger avec toi. Bonjour Guillaume. On enregistre cet épisode le 2 février, qui n'est autre que le jour de la Chandeleur, donc j'espère qu'on ne va pas se crêper le chignon pour autant à cette occasion. Ça commence mal. Traditionnelle question d'ouverture de podcast, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, l'idée étant de ne pas tout dévoiler de ta vie de sportif et des défis que tu as pu relever tout au long de ton parcours de vie. Qu'est-ce que tu aurais envie de partager avec nos auditeurs ? Déjà, bonjour à tous et toutes. Donc Eric Basset, j'ai 48 ans. Je fais de la course depuis une vingtaine d'années. Et, tu commences direct par le sport. Oui, c'est vrai, carrément. Tu vois, je me vois... peut-être que c'est l'essentiel de ma vie, on ne sait pas. J'ai l'impression que c'est important. Non, l'essentiel, c'est déjà ma vie de famille avec... je partage ma vie avec Fanny et Gaspard qui a 8 ans, qu'on a eu il n'y a pas si longtemps que ça, en fait, puisque je l'ai eu à 40 ans. Donc, je trouve que c'est quelque chose... on a pris le temps d'avoir notre fils avec Fanny. Et c'est une chose... Gaspard est très important dans ma vie, en fait. Dans notre vie. Je dis notre vie parce qu'avec Fanny, voilà, on est ensemble. Et on est un duo, vraiment. Fusionnel. Ouais, assez. La preuve, je l'expliquerai plus tard, justement, pendant la course, entre autres. Sinon, voilà, je travaille à mon compte comme technicien de maintenance. Je fais beaucoup de routes, je suis toujours en déplacement sur toute la France. Et, tu vis en Normandie ? Et je vis en Normandie. Je vis à Caen, une ville où les températures sont polaires, comme tout le monde le sait. Humide. C'est surtout humide et pas si froid que ça, évidemment. Donc, je ne suis pas un montagnard et je l'assume. Eric, on va parler de sport maintenant. On ouvre la porte, et notamment dans tes jeunes années. Donc toi, tu as fait tes principaux pas sportifs étant jeune, crampons aux pieds. Eh oui, un footeux depuis l'âge de 6 ans et pendant 25 ans.
À jouer des matchs tous les week-ends? Tous les week-ends et s'entraîner je vais pas dire tous les jours, mais presque. Je n'ai pensé que foot. Je transpirais, je respirais foot, je ne pensais qu'à ça. Tu avais des ambitions au niveau professionnel? Ouais, quand on est gamin, bah, c'est le rêve c'est le rêve de tout enfant, en fait. Puis, en fait, évidemment, après, ce rêve-là, s'étiole avec le temps. Mais l'esprit de compétition et l'envie de gagner m'a suivi pendant pas mal d'années par le foot. Et c'est un sport collectif. Alors, il y a quand même quelque chose qui est important dans le sport collectif, c'est le partage avec les autres et l'entraide, en fait. Voilà. Et j'ai fini par lâcher ce sport collectif et le foot. Tous les entraînements se finissaient par des blessures, en fait. Donc il y a un moment, de taper dans le ballon, ça ne fonctionnait plus. Donc j'allais m'entraîner pendant que mes copains tiraient au but pour s'entraîner. Bah, moi, j'allais courir. Donc voilà, j'allais courir, je faisais des tours de terrain et ça devenait ça. Du coup, en fait, le passage vers la course à pied s'est fait simplement. Et je faisais pas partie des gens au foot qui avaient un cardio de malade. J'étais pas le premier à faire les tours de terrain, à être toujours en tête, en fait. Mais c'est quelque chose qui me plaisait. Du coup, voilà. Tu manifestes aujourd'hui une soif incontestable de défis et d'aventure. Est-ce que déjà il y avait des éléments et des signaux sous-jacents dans ton enfance? Est-ce que tu as le souvenir d'avoir été un peu aventurier, aventureux quand tu étais plus jeune? Ouais, je dirais pas ça, mais je suis né en 74, alors du coup, j'ai regardé un peu la télé comme tout le monde, et quand on était gamin, il y avait, je sais pas si tu te souviens, c'était sur Antenne 2, Sport Aventure, ou quelque chose comme ça. Ça me dit rien, on est de la même génération, donc je pourrais. Mais... c'était le mercredi, voilà, il y avait pas mal du rafting, des choses comme ça, des choses un peu hors du commun, en fait. Documentaire? Documentaire, ouais. Voilà, je regardais ça comme ça, en me disant que c'était un peu, inaccessible, et puis j'étais enfant. Mais tu préférais quand même être footballeur? Ouais, j'étais à fond foot, et après, voilà, j'habitais dans une petite ville, à Brionne, dans l'Eure. Il n'y a pas grand chose à faire, en fait, au bout du compte, hein. Vous avez du foot, il y a l'école, il y a le foot, il y a du hand, il y a du sport collectif, quoi, derrière. Il pourrait y avoir de la drogue, de l'alcool, tout ça, mais non, tu as su rester droit dans tes bottes. Ouais, voilà, là, je parle quand même quand j'ai 10 ans. Hein, oui, là, non, ok, voilà, ça me rassure. Mais du coup, voilà, le foot est présent, vraiment. Et puis on s'aperçoit qu'en fait, oui, on ne sera pas professionnel, forcément, mais il y a longtemps qu'on le sait, mais ça n'empêche qu'on garde plaisir à l'effort, en fait. Du coup, avoir 1 entraînement, 2 entraînements ou 3 entraînements par semaine, ça m'a toujours intéressé, et j'avais toujours envie d'y aller, hein. Même à mon petit niveau, parce qu'au bout du compte, c'était entre le niveau départemental et régional, au bout du compte, hein. Ça n'a rien d'extraordinaire. Mais voilà, l'envie d'en découdre toujours physiquement, et c'était important. C'est un fil rouge, en fait. La course à pied, donc on l'a entendu, elle arrivait assez tardivement dans ta vie, à la trentaine. Qu'est-ce que tu as trouvé comme atout, comme saveur particulière? Qu'est-ce que t'apportait la course à pied, que t'apportait peut-être pas le foot? Enfin voilà, qu'est-ce que tu as entrevu de différent et qui t'a donné envie de poursuivre? Moi, j'ai toujours aimé randonner quand j'étais gamin en colonie. Quand on allait à la montagne, j'étais le premier à aller dans la montagne ou au bord de la mer, à aller crapahuter dans les rochers. Et courir, c'était presque une évidence, en fait, si tu veux. Mais déjà, j'étais plus dans une compétition, en tout cas. Quand j'ai enchaîné après mes 25 années de foot, en fait. Il n'y avait plus cet état d'esprit-là. Par contre, voilà, j'y suis arrivé aussi un peu par hasard, parce que la course à pied, ça me plaisait. Voilà, je vais en vacances à La Réunion en début d'année. C'était en quelle année? Je ne sais plus exactement, mais ça devait être 2004. Ouais, je crois que c'est ça, 2004. J'y vais en février chez des amis. Tous les matins, j'allais courir parce que c'est un truc que j'aime bien. J'allais crapahuter là-haut, et puis la personne qui m'accueille me dit, mais voilà, tu tournes bien, tout. Tu devrais t'inscrire à la Diagonale des Fous. Et du coup, je lui dis, c'est quoi ça? Je ne savais même pas ce que c'était que la Diagonale des Fous, en fait, hein. Il me parle d'un truc, je n'ai aucune idée de ce que c'est.
Ouais, il m'explique évidemment ce que c'est. Je dis, ah ouais, d'accord, ah oui, ok. Bon, il me parle, voilà, il me dit que c'est la traversée de la Réunion, 140 km ou 160 selon les formats. Et je rentre de vacances, du coup, en février, je regarde un peu ce que c'est, et en fait, je m'y inscris, en fait. Je m'y inscris, c'était en octobre, et à l'époque, il n'y avait pas de critères particuliers de sélection. T'avais jamais fait de 10 km à ce moment-là? J'avais jamais fait de 10 km, j'avais jamais fait de course. La seule course que j'avais fait, c'est le cross du collège. Donc, c'est le cross du collège, et sans résultat particulier, quoi. Du coup, je m'inscris pour octobre, pour la Diagonale des Fous. Alors, évidemment, ça peut paraître un peu fou, mais bon, j'ai pas 30 ans, en fait. J'ai pas trop... Je vais avoir 29 ou 30 ans. Non, j'ai pas 30 ans. Et c'est un peu fou, mais c'est un état d'esprit à une époque. Voilà, je suis célibataire, pas grand-chose. Je travaille, voilà, j'ai mon petit boulot pépère. Je me mets à mon compte, en fait. J'étais technicien, je me mets à mon compte. J'avais besoin de changement, c'est un peu la barrière des 30 ans, je pense. Du coup, un peu de piment à ajouter. Ouais, faut se bouger un petit peu, là, c'est bon. C'est bon, ça. Là, t'as visé haut, quand même. Oui. Pourquoi je vise haut dès le début? Je pense que c'est un hasard, en fait. C'est la rencontre de mon ami à La Réunion, et il me parle de ça. Et forcément, quand tu rentres en métropole en février, début mars, et tu te dis, t'as 9 mois, même pas 6 mois pour t'entraîner pour faire ce défi-là, c'est excitant, et j'avais certainement besoin de ça à l'époque, en fait. Et je m'entraîne tous les jours, forcément, à courir. Parce qu'en même temps, j'ai du temps libre. J'ai pas voilà, ce que j'expliquais, je suis célibataire, j'ai pas de vie de famille. J'ai du temps avec mon travail. Allons-y, il est temps d'y aller. T'as fait un marathon juste avant, quand même, pour voir. C'était la première fois que tu sur une distance pareil, avec les 40 km. Ouais, pareil, c'est vraiment un hasard. Donc, la Diagonale des Fous, c'est en octobre, fin octobre. Donc, je m'inscris quand même en septembre faire un 10 km pour voir un peu ce que c'est que l'ambiance d'une course, tout simplement. C'est les 10 km de Tiberville, dans une petite ville dans l'Eure. J'ai dû faire ça en 42 minutes ou 3. Enfin, c'était pas. Tu l'as fait dans l'Eure, en tout cas, bravo. Oui, c'est ça. Et derrière, donc à l'époque, j'habitais à Honfleur, en fait, et je vois que dans une semaine, ça devait être courant en septembre, il y avait le marathon de Normandie. Donc la traversée du pont de Normandie, arrivée au Havre, en fait. Donc cette course, ce marathon n'existe plus, en fait. Il a fait quelques éditions, mais la traversée du pont de Normandie, ça n'existe plus. Du coup, je dis, voilà, ça part de Honfleur, allez, je m'y inscris. J'avais un certificat médical. Je passais au Havre ce jour-là. Hop, je m'y inscris pour le lendemain, en fait, tout simplement. On est samedi et je m'y inscris, quoi. Et je ne sais même pas comment ça fonctionne, un marathon. J'ai aucun chrono en tête. Je sais même pas ce que je vais faire, en fait. Et aucune forme d'appréhension, parce que c'est une distance quand même, on se dit que le marathon c'est déjà symboliquement quelque chose d'important. Est-ce que tu as ce truc-là de dire que c'est quand même... Ah non, mais j'étais naïf, totalement naïf, je pars là-dedans. En fait, je me dis, il faut que je fasse au moins 40 km. Je vais faire dans un mois, je vais faire 140 km. Il serait peut-être temps de... Alors ça n'a rien à voir forcément, puisque on est en montagne, où là, le marathon, on parle de chrono et de courir. Donc je sais pas trop où je vais, mais j'ai besoin de me rassurer pour faire en faisant 42 km. Et ça se passe bien. Enfin, je vois qu'il y a des ballons. Je ne savais pas, les meneurs d'allure. Moi, je ne savais même pas que ça existait. Et je vois le gars à 2h30, le gars à 2h45, les 3h. Moi, je fais mes petits calculs. Je dis, bon, je vais suivre le gars à 3h30 parce que je sais pas du tout, en fait. Et je le suis. Et j'arrive à le suivre jusqu'à la fin, quand même, en étant quand même bien fatigué, comme un marathon. Mais voilà, ça s'est bien passé, et j'étais assez heureux de ce truc. J'en ai pas fait beaucoup, des marathons. Marathon pur, j'en ai vraiment pas fait beaucoup. J'ai essayé de refaire après, en fait, en me disant je vais essayer de faire mieux que ces 3h30. Et en faisant un plan d'entraînement, et j'ai explosé à chaque fois, quoi. Donc en fait, je dis, bon, c'était un coup de bol, fallait le faire. À l'instinct, ça marchait mieux. À l'instinct, et j'ai eu l'occasion d'en faire d'autres avec ma femme, et à chaque fois, c'est pas pour dire, elle va plus vite que moi, mais du coup, ça l'a fait marrer de se dire, je vais plus vite que toi, encore une fois. Alors qu'à la base, je dois faire 3h30, mais je ne peux plus faire ça, en fait.
je ne peux plus faire ça. Enfin bref, c'est pas grave. Et derrière, du coup, voilà, je me dis que je suis prêt pour faire la Diagonale des Fous. Qui s'est bien passé. Qui s'est bien passé, j'y vais quand même, voilà, ça me fait sourire parce que j'y vais avec mes tennis de marathonien, hein. Je vais pas avec, à l'époque, le matos, bon, ça se développe un petit peu, mais tout, c'est pas l'usine comme on voit, l'usine commerciale comme on voit maintenant. C'est-à-dire que voilà, j'ai mes baskets, de marathonien et forcément elles explosent, hein. Elles explosent à la fin. Mais ça s'est bien passé. Je finis quand même complètement avec une tendinite ou je ne sais plus quoi à la cheville, la basket avec de l'élasto tout autour parce qu'elle a explosé. Et j'arrive à finir, mais c'est quand même une course. Évidemment, quand je prends le départ, je suis tout penaud en fait, hein. Ce départ qui a, je sais plus, à 2h ou 3h du matin, là, c'est à Saint-Philippe, il me semble, je ne sais plus exactement, à l'autre bout de la Réunion. Tu vois, tu es entouré de tout ce monde, voilà, ils ont tous l'air sûrs d'eux, en fait. Toi, tu es là, petit bézo, en fait, hein, à 30 ans. Hein. Tu sais pas comment tu vas être mangé. Et en fait, ça se passe bien. Ça se passe pas si mal que ça, en fait. Mais c'est certainement la chance du débutant. Parce qu'en fait, j'ai dû mettre quarantaine d'heures en allant très bien jusqu'à la fin. Mais en étant blessé à la fin, mais ça c'était rien. Mais en fait, je suis arrivé sur le stade de la Redoute, c'était quand même quelque chose d'assez incroyable pour moi quand même, parce que au bout du compte, 140 km sur un truc comme ça, et t'es applaudi par tous les gens du stade, alors que bon... quand même Eric Basset. Ouais, c'est ça, ouais, bien sûr que je le savais. Hein. Non, mais du coup, c'était assez fort quand même mon émotion. Moi qui connaissais quand même pas tout ça, voilà, t'es applaudi. Le premier applaudi évidemment. Enfin, j'étais pas là pour l'entendre, mais j'ai vu les images. Et toi, t'es applaudi. Et le dernier, les autant. Enfin, c'est une course assez magique quand même. J'ai trouvé. Donc celle-ci, elle reste quand même gravée dans ma mémoire. Et derrière, voilà, j'ai envie de continuer de faire des courses de ce type-là. C'est singulier, même tu mets le curseur un peu plus loin dans la singularité, dans l'intimité des courses que tu vas cibler. Ouais, j'ai besoin de voyager. Alors voyager, j'ai toujours voulu voyager, mais voyager pour faire quoi aller voir des musées, un concert. J'ai pas trop je sais pas trop quoi faire en fait du coup et j'associe la course à pied à mes voyages en fait. Du coup, je regarde les magazines de l'époque. Tiens, il y a une course à Madagascar. Tiens, il y a une course. Tiens, il y a le marathon des sables. Tiens, il y a... Du coup, voilà, je m'organise, je fais mes vacances et mes défis par rapport au lieu. Donc, t'attends d'aller à un concert quand même après ou pas? Mais non, justement, en fait, j'en fais tellement. En fait, j'en fais beaucoup. Il y a une boulimie de courses. Voilà, sans planification, il y a rien de très sérieux physiquement en fait au bout du compte. C'est faire pour faire. Faut être clair. Il n'y a pas d'esprit de compétition. Je vais jamais pour gagner. J'y vais juste pour découvrir je vais pas dire découvrir le pays, mais découvrir le pays dans un lieu particulier. Il y a que quand on va au fin fond de Madagascar et qu'on traverse des villages avec des enfants qui vous regardent avec des yeux. De grands yeux, ça vaut tout l'or du monde, quoi, de toute façon. Peut-être pour citer quelques pays, donc tu as couru en Libye, en Égypte, Madagascar, tu l'as dit, le Cameroun, l'Inde, l'Amazonie, il y en a plein d'autres. L'Amazonie, c'était tous ces pays, voilà, il y en a beaucoup. Tu allais exclusivement sur ce type de course, faire le semi-marathon du coin ou aller faire un trail dans les Alpes, ça ne présentait pas d'intérêt pour toi à ce moment-là, c'était vraiment... Eh ben, j'ai fait quand même le grand raid des Pyrénées, mais les petits trails, en fait, non, je n'ai pas fait. En même temps, j'habite en Normandie, donc si tu veux en faire, il faut quand même prendre la voiture pour aller dans les Alpes ou les Pyrénées, c'est quand même une organisation. Ça m'est arrivé de le faire et de pas me réveiller, d'avoir fait la course, d'avoir fait la route la veille et pas me réveiller le matin. Ça m'est arrivé 2 fois. Donc, je disais, c'est un signe. Je crois que t'es pas fait pour faire des courses dans les Alpes ou dans les Pyrénées. Après, je faisais des petites courses en Normandie, histoire, des 20, des 30, qui sont très bien. Hein, Mais c'est pas ça que tu voulais chercher parce que là on parle de sport, mais il y a aussi une aventure intérieure, une quête, du dépaysement, de la découverte. Ouais. Du coup, voilà, pendant plusieurs années, je fais vraiment du ski abordable en voyage. Voilà, donc c'est souvent des trails dans les pays chauds pour le coup.
2009, c'est la fin des pellicules Kodak, c'est le début du Bitcoin, ça remonte un petit peu, et puis c'est l'année où l'Airbus A320 de US Airways a fini dans les eaux gelées de l'Hudson River à New York, mais c'est aussi l'année de ta rencontre avec le froid, à l'occasion de la Rock and Ice au Canada. C'est une révélation, je pense qu'on peut le dire. Est-ce que tu peux nous raconter cette première expérience dans des conditions assez extrêmes avec le froid? Ouais, en fait, pourquoi je me retrouve à la Rock and Ice au Canada, c'est qu'en fait, sur une des courses dans le désert, je rencontre un ami qui connaît un ami, qui a un ami, qui est contact de course de la Rock and Ice. En fait, c'est Gérard Verdonnet, je peux le citer. Citons-le. Ouais, Gérard Verdonnet qui a fait plusieurs courses dans le grand froid avec Marc Perrier, et du coup, il me dit, tiens, je suis contact de la course la Rock and Ice, si ça t'intéresse, on y va. Il y a 3-4 Français qui viennent avec nous. Je lui dis ouais, ça ressemble un peu au coup de la Diagonale des Fous, cette histoire-là. Ouais, c'est un peu ça. On te pitch un truc dont tu ne connais pas grand-chose et tu te laisses tenter. Et je lui dis mais attends, le froid, j'habite en Normandie, toi tu habites dans le Jura, tu sais ce que c'est, tu en as déjà fait. Il me dit non, mais tu viens faire un petit stage avec moi dans le Jura et je t'explique ce qu'il faut. On fait un week-end ensemble et fais-moi confiance, ça se passera bien. Tout. Donc on y va. Il nous explique, on fait ce stage dans le Jura. Pas à moins 30 ni à moins 20, il y avait de la neige et voilà, il explique tout le cheminement, la poulka, les vêtements techniques et puis les conditions et les contraintes météo en fait qui peuvent y avoir. Et du coup ça se passe bien. Voilà, on va à la Rock and Ice, qui est un peu à l'époque l'équivalent, c'est un peu un marathon des sables mais dans le froid en fait. Il y a 6 étapes, 240 km et 6 étapes. Une organisation vraiment super, de gros moyens, des moyens, une organisation à la marathon des sables, et ça fonctionne bien. Et je prends un réel plaisir à faire cette course-là. Puis ça change tout. Enfin, on n'est plus du tout dans le show. On n'est plus du tout dans le show, et c'est une autre approche en fait. Voilà, de paysage et de solitude. On a moins de monde aussi. C'est des courses où forcément il y a moins de monde. Et peut-être à l'époque j'ai besoin d'avoir un peu moins de monde. Après, quand tu fais la Trans 333 de Gestin, tu es un peu tout seul, hein. mais je sais pas, voilà, j'ai besoin de changement. Donc on part avec la Rock and Ice et après je continue parce que j'ai envie de voir autre chose. Mais en fait, je dis ça, mais quand on fait le stage dans le Jura avec Gérard Verdonnet, il nous fait un petit diaporama de ce qu'il a fait. Donc ils ont fait quelques courses avec Marc Perrier, la Yukon, ils avaient fait l'Edita en 300 miles en fait, et il nous explique tout ça. Et en fait il nous dit on a fait ces courses là, donc il nous fait un petit diaporama et il nous explique que l'Edita on l'a faite, sinon il y a celui-là, il y a le 300, mais il y a le 1000. Et là tout de suite je lui dis ah ouais. Alors j'ai toujours pas fait la Rock and Ice, j'ai jamais été dans le froid. Je dis ah ouais quand même, 1600 km. Du coup ça fait un peu tilt dans la tête, mais j'imagine traverser l'Alaska, c'est un truc de fou quoi. Et même eux qui ont déjà fait des courses, ils disent non mais on peut pas le faire, parce qu'il faut des moyens, pas que physiques, il faut aussi des moyens de temps, partir 30 jours. Enfin voilà, donc on parle de ça, on est en 2009 quoi. Mais j'ai un petit peu ça dans la tête et je veux pas faire comme la Diagonale des Fous, c'est-à-dire je vais pas aller faire, de toute façon tu peux pas partir faire la 1000 comme ça, mais tu vois bien qu'en fait il y a des sélections à passer, il faut un petit CV pour pouvoir être accepté sur la 1000. Et du coup j'ai ça en tête. Alors voilà, je fais pas comme la Diagonale des Fous, je vais pas y aller comme ça en fermant les yeux, il faut que je m'y prépare. Et puis dans ma tête c'est autre chose, c'est le froid, c'est un peu effrayant quand même. Moi, de mon regard de Normand, je sais pas, donc voilà, je pars pour la première à la Rock and Ice, puis après on continue. Je regarde un peu toutes les courses qui se font un petit peu dans le monde. Il n'y en a pas tant que ça en fait, en 100 miles, 100 km ou 150 km. Je regarde un peu tout ce qui se fait, et puis tous les ans j'en fais une, voilà, pour acquérir un petit peu d'expérience, parce que c'est à chaque course il y a toujours un nouveau problème qui se dévoile. Et voilà, c'est quand même, il y a rien de simple dans le froid. Du coup, je prends le temps vraiment de m'y préparer et j'en fais une dizaine en fait. Je fais une dizaine de courses
ce qu'on va appeler ultra polaire ou raid polaire en fait, hein, parce que pour moi, dans ces courses-là, je suis même plus un coureur, hein, je suis devenu un marcheur. Hein. Alors, sur la limite entre l'ultra trailer ou l'ultra marcheur ou l'ultra randonneur. Ça, c'est tout le monde le vit. Enfin, tous les gens qui ont fait de l'ultra savent de quoi je parle. Donc voilà, je continue cet apprentissage, cette expérience, course après course, année après année, par diverses courses dans le Nord, dans le Grand Nord. Donc ça va être Suède, Finlande, Norvège, Canada, Alaska, et sur diverses distances. Voilà. Le sujet de la peur, là, tu l'as évoqué brièvement. Est-ce que c'est un sentiment que tu connais sur chacune de tes courses extrêmes? Est-ce qu'elle est indispensable et inévitable? Indispensable? Non, elle n'est pas indispensable. C'est pas une chose qui me... Non, c'est pas mon... Tu prends jamais un départ en te disant il y a un risque que peut-être ça se passe mal ou que je puisse pas être à l'arrivée? Non, si je reprends chacune de mes courses, mes premières courses, je sais pas, du coup, ouais, c'est peut-être de l'inconscience, mais non, je partir pour traverser un bout du désert égyptien ou libyen. Mon état d'esprit, c'est voilà, j'ai comme tout le monde, j'ai deux bras, deux jambes. Qu'est-ce qui va m'arriver? Il n'y a pas de raison. Je me mets pas en danger en fait. L'idée, c'est pas de se mettre en danger. T'as jamais eu de coups de chaud, des frayeurs là sur les courses dont tu nous as parlé, enfin sur les ultra polaires que tu as pu faire? Ah, sur les ultras, si, les ultra polaires, oui, si, c'est plus compliqué parce que moi, je crois que là que tu parlais des non, je ultras... parlais vraiment spécifiquement sur ce type de course-là. Ouais. Alors pour le coup, oui, il y a quand même une préparation qui doit être méticuleuse sur une course, sur une course dans le grand froid. Tout doit être millimétré et on va dire un blizzard qui arrive où tu es dans une journée où il va faire 0 ou moins 10, hein, ou moins 15, et d'un seul coup, tu vas tomber à moins 30, à moins 25, moins 30 ou moins 35. En fait, faut l'anticiper. Si tu ne l'anticipes pas, là, oui, c'est dangereux. Donc, soit tu prends le départ et tu as peur de ça, soit tu le prépares vraiment en te disant je suis prêt à affronter ce qui va se passer. Alors, t'es pas prêt pour affronter un blizzard à 200 km/h et moins 50. Mais en théorie, tu es censé être prévenu de ça quand même. Par contre, un blizzard, voilà, un peu de vent à 50 km/h et moins 30, oui, c'est dangereux. Du coup, si tu t'y prépares pas avant, peut-être quoi être effrayé. Mais l'idée, c'est de se préparer à tout ça. Le risque le plus difficile à limiter, c'est ça, c'est les conditions météo. Est-ce qu'il y a d'autres typologies de risques, vraiment je sais pas, sur l'alimentation, sur les animaux, l'environnement? Est-ce que c'est quoi la chose la plus compliquée, même fort de beaucoup d'expérience, que tu peux pas particulièrement pas maîtriser pleinement et qui est le plus gros danger? Si on part sur un effort long de plusieurs jours, l'équation, elle est pas juste je marche, je m'alimente et je marche le plus vite possible parce qu'il y a une ligne d'arrivée à passer. En ultra, on va toujours un peu chercher ses limites en fait. Du coup, on va pas s'arrêter tant qu'on n'est pas fatigué en gros. Pas fatigué, mais on sait bien qu'on va se mettre en mode robot et que tant que le sommeil n'arrive pas, on est capable de continuer. Alors on s'alimente comme il faut, là. Et la différence de l'ultrapolaire, c'est qu'on ne peut pas aller jusqu'aux les hallucinations. C'est pour moi en tout cas, c'est interdit. C'est-à-dire que les halus dans le désert égyptien, il n'y a pas de souci. Tu te couches par terre, tu t'endors et puis tu te réveilles. Dès que tu es un peu froid, tu vas te réveiller. Le frisson va te faire te réveiller, tu vas repartir. Dans le Grand Nord canadien, ça se passe pas comme ça, quoi. Du coup, si tu commences à avoir des halus, c'est déjà un mauvais signe et il faut déjà se poser la question. Il faut se coucher tout simplement. C'est super important parce que là, ça pardonne pas. J'ai vu des gars, moi, avoir des halus, j'en ai dans certaines courses, hein, et ils étaient limite en hypo, en fait, tout simplement, et ils s'en rendaient pas compte, ils commençaient à délirer.
Et ils ne se rendaient pas compte du tout de ce qu'ils avaient, parce qu'en fait, c'est des gens qui n'avaient pas trop d'expérience dans le Nord, et qui venaient de la course à pied classique, du trail normal, et ils pensaient que ça passait, mais non, ça passait pas. Là, il y a gros danger. Là. Bah ouais, il y a gros danger, faut pas arriver aux allus, faut pas vraiment pas arriver aux allus. Donc pour pas y arriver, il faut être raisonnable. C'est facile à dire quand on part sur des kilomètres et des kilomètres, ou être raisonnable, c'est pas simple. On a envie d'y aller en fait. Il faut très bien se connaître aussi. Il faut interpréter les signaux, justement ces signaux faibles, avant que ça devienne préjudiciable. Ouais, il y a des signaux. Si on prend une journée type, on est fait pour quoi ? On est capable de marcher 10 heures, enfin 8 heures, 10 heures, 15 heures, 20 heures. Une journée fait pas l'autre. Mais quand votre corps dit qu'il est déshydraté, oui, il faut boire, c'est pas évident. Oui, il faut manger, oui, il faut aller uriner, oui, il faut se poser. Enfin, en fait, il faut respecter tous ces signes-là que tu vas pas. C'est des signes que tu vas pas respecter dans un ultra classique. Je dis classique, je mets des guillemets. Partir en montagne 140 km, c'est énorme, mais on va se les mettre un petit peu, quoi. Là, en fait, sur plusieurs jours dans le polaire, chaque petit élément et détail est important. Il faut l'écouter, il faut s'arrêter et gérer sans arrêt. Merci beaucoup Eric pour cette introduction. On va passer maintenant à notre rubrique le questionnaire de Proust. J'ai 3 questions à te poser dans ce cadre-là. La première d'entre elles, un moment qui a changé ta vie pour toujours. Ah, alors, il pourrait y en avoir. Est-ce qu'il peut y en avoir plusieurs Je pourrais penser à une course à pied, en fait. Un truc, un déclic qui me donne, qui me fait dire que j'ai une confiance de malade suite à cette course à pied ou des choses. Mais en fait, je pense. La rencontre avec Fanny. Pas loin. Pas loin, parce qu'en fait, si tu dis changer ta vie pour toujours, c'est la naissance de Gaspard. Parce que c'est pour toujours. C'est perpète qu'on prend avec nos enfants. Mais c'est. Et moi, je me doutais pas. Je me doutais pas de ce qui allait arriver en ayant un fils. Mon père n'était pas là. Enfin, j'ai pas connu mon père, ou très très peu. Donc voilà, c'est assez compliqué. Et je me doutais pas de ce qui allait arriver quand Gaspard allait arriver, tout simplement de l'implication que j'allais mettre dedans, en fait, dans cette vie. Tous les jours, je pense à Gaspard. Donc si je pense à quelqu'un, quelque chose ou quelqu'un tous les jours, c'est qu'il a une importance de fou, forcément. Donc voilà, ce qui a changé ma vie. Et notre vie, du coup, avec Fanny, forcément. Mais si c'est plus personnel, la mienne, elle est changée par rapport à ça. Ton trait de caractère le plus marquant, qu'est-ce que Fanny, elle dirait de toi ? Par exemple, toi, comment est-ce que tu auto-apprécies ton caractère, peut-être ? Moi, je dirais que je suis drôle, mais Fanny, c'est parce que dirait un peu je suis un peu dans la dérision sur certaines choses, mais non, le trait de caractère, ce qu'on dirait, c'est que j'ai de la rigueur, en fait. Je suis assez rigoureux sur beaucoup de choses. Autant ça va être pour le travail, que pour les loisirs, que pour le bricolage, que pour organiser quelque chose. Il faut que tout soit travaillé quand même pour y arriver. Il n'y a pas trop de hasard. Du coup, si tu n'as pas de rigueur, ça passe pas. Clairement, ça passe pas. On va pas s'en plaindre. Si tu l'as pas travaillé, si tu n'as pas été rigoureux, voilà. Tu dois te planifier. Voilà. Sans être non plus psychorigide. Soyons pas trop de contraintes. Non. Mais c'est important. Voilà, rigoureux. Je sais pas si c'est... Drôle et rigoureux, c'est bien. Ouais. Ça peut coexister. Ouais, je sais pas, peut-être. Dernière question de ce questionnaire de Proust, l'accomplissement qui t'apporte le plus de fierté. L'accomplissement, c'est certainement l'Idita 1000 miles, en fait, parce que en fait c'est un peu c'était mon Graal, en fait, depuis pas mal d'années, en fait, et j'y suis pas allé du jour au lendemain. J'ai mis 10 ans à y aller, en fait. Je vais pas dire que c'est une fin en soi par rapport à l'ultra, mais en fait si, c'était un Graal, et j'y suis arrivé, et ça s'est pas fait sans peine et sans contrainte. Du coup, c'était quand même un accomplissement pour moi. Source de fierté.
Ouais. Des fois, j'ai du mal à dire, ouais, est-ce que quand on me demande, t'es fier de ça? Je vais avoir du mal à dire oui, mais en fait, au bout du compte, carrément, faut arrêter de se voiler la face. Je suis carrément fier d'avoir fait ça, de l'avoir préparé, de l'avoir bien préparé, de ne pas y être allé du jour au lendemain et d'avoir pris le temps de le faire. Et ouais, j'en suis quand même, j'en suis fier quand même. Tu peux. Je sais pas, mais faut garder, voilà, tout en gardant les pieds sur terre. Et si je veux ressortir du studio avec les chevilles énormes ou la tête énorme, il va falloir que tu agrandisses la porte. Oui, il y a ton chauffeur qui t'attend d'ailleurs en bas, ton manager qui me fait des signes là, pour que j'aille plus vite sur la question d'après. Non, mais c'est important de garder, voilà, les pieds sur terre. On fait de la course à pied, gardons les pieds sur terre. Voilà. Merci beaucoup Eric, on va maintenant parler de ta course épique, donc l'Iditarod 1000, quelques mots pour en planter le décor à dominante très blanche de cette course qui est le sommet des ultramarathons d'hiver et qui est réputé comme étant le plus long et le plus difficile au monde. Liti, son petit nom de code, reste à savoir si le téléphone maison. Ouais. Il offre à ses concurrents la possibilité de traverser des étendues sauvages de l'Alaska. Cet ultramarathon sillonne les chemins de la plus longue course de chiens de traîneau au monde et propose 2 formats, le 350 miles et le 1000 miles, donc 1000 miles, 1600 km. L'épreuve reine qui va nous intéresser aujourd'hui. Cette IT 1000 suit la piste historique de l'Iditarod depuis son point de départ au lac Knik, près d'Anchorage. N'hésitez pas à me corriger sur la prononciation et sur le reste. Jusqu'à l'arrivée de l'IT 350 au petit village isolé de McGrath. Et à partir de là, seuls les participants de l'IT 1000 poursuivent leur route jusqu'à la mer de Bering avant d'atteindre Nome et de franchir la tant attendue ligne d'arrivée pour ceux qui y parviennent. L'IT 1000 attire les aventuriers désireux de se confronter à l'autosuffisance et à l'autonomie. Les participants doivent porter leur matériel de survie et parcourir les 500 derniers kilomètres de la course sans aucune aide extérieure en comptant uniquement sur les provisions qu'ils portent et celles qu'ils ont envoyées et acheminées au village éloigné avant, pendant la course. S'il fallait ajouter de la difficulté à cette course déjà redoutablement exigeante et délicate, les concurrents doivent veiller à respecter une barrière horaire maximale de 30 jours pour boucler ces 1600 km de course. Cette aventure nécessite évidemment de parfaitement combiner expérience et endurance. Les concurrents de l'IT 1000 peuvent être confrontés à des températures allant jusqu'à moins 45 degrés, à des bourrasques de vent, de la pluie, du blizzard, de la neige jusqu'à la taille, de la boue, de la glace éblouissante, des ciels ensoleillés, tout ça dans la même journée, ou presque. Enfin, il faut vraiment pas avoir de bol pour avoir tout ça dans la même journée, mais ça doit être possible. Pour prendre le départ de cette course, donc les concurrents doivent avoir terminé l'IT 350 au moins une fois et prouver donc qu'ils maîtrisent ainsi les techniques de survie en milieu polaire et en autonomie dans la nature sauvage et impitoyable de l'Alaska. Tu l'as dit toi-même Eric, pas ici, mais l'IT 1000 c'est pas seulement une course, c'est un voyage intérieur puissant et un moment d'introspection très privilégié pour toi et appuyé notamment pour le fait que la course soit très très intime. En 2022, vous étiez en effet moins d'une dizaine sur la ligne de départ et sans tout déflorer de l'issue de la course, vous étiez seulement la moitié à avoir réussi à rallier l'arrivée. Et tu étais le seul Français cette année-là sur l'édition 2022. Voilà ce qu'il faut savoir de la course. Tout y est à peu près. Globalement, le décor est planté à peu près justement. Oui, le décor est plutôt bien planté. Tu t'y es vu là? Oui, je peux juste te reprendre sur le tout début. C'est le tout début dans comment on présente cette course sur l'ultra polaire le plus dur du monde. Tu vois, c'est toujours un truc qui me. En fait, toutes les courses sont les plus dures du monde. Enfin, combien de fois on entend que c'est la course la plus dure, la plus haute en latitude, la plus longue. En fait, tout est plus. Au bout du compte, certainement qu'elle est dure, forcément. Je vais pas le dire le contraire. Je vais pas dire, oh non, c'était easy. Mais c'est juste dans la présentation, mais de se dire qu'elle est dure pour moi, elle est moins dure pour un autre. Mais c'est juste une question de valeur. Alors, intrinsèquement, on dit, voilà, elle est longue, voilà. Tu vois ce que je veux dire, en fait. Une appréciation subjective, en tout cas, c'est la question de la pluie. Voilà. Juste ça. Mais c'est bon pour toutes les courses, comme pour beaucoup de courses. Et voilà. Eric, c'est un moment qui fâche en général dans l'épisode, c'est le moment de la question qui pique, de course épique. Voilà, c'est une petite question très gentiment piège que je pose à mes invités. Donc ça va être aujourd'hui 3 petites questions qui chatouillent. Ce ne sera pas vraiment une question qui pique, ça va être 3 petites questions qui chatouillent. Ça va être un vrai faux. J'ai 3 questions pour toi, donc voilà, statistiquement, ça devrait quand même assez bien se passer. Tu vas voir, cette question qui pique, c'est un exercice aussi périlleux qu'un ultra polaire de 1600 km dans le grand froid, ou presque. Écoute, je reste là. J'écoute. Ouais. Première question. Le drapeau de l'Alaska, dans quel cadre de cette IT, a été imaginé par un enfant de 13 ans? Est-ce que ça te paraît possible? Je vois bien à quoi il ressemble. C'est un drapeau européen un peu destroy, le drapeau de l'Alaska. Ouais.
On va dire vrai. Bravo. Je ne te demanderai pas son nom, mais il s'appelle Benny Benson. Il a imaginé ce drapeau en 1926. Et donc voilà, il deviendra le drapeau officiel de l'État lors de l'adoption de l'Alaska dans l'Union en 1959. Voilà. Il est beau d'ailleurs. Ouais, il est intéressant. Ouais. J'ai fait des recherches. J'invite les auditeurs à regarder ça. Deuxième question de Faux. Bah, bravo, déjà, 1 sur 1, pas mal. Ça part bien. Les USA ont connu une seule et unique bataille sur leur terre à l'occasion de la Seconde Guerre mondiale. Et c'était en Alaska. Est-ce que c'est un mensonge ou est-ce que c'est une vérité ? Non, c'est faux. Ben, c'est vrai. La seule bataille de la Seconde Guerre mondiale qui s'est déroulée sur le sol américain a eu lieu en 1943, après l'invasion des îles Aléoutiennes par les Japonais. Et donc cette île appartient à l'Alaska. Et donc la bataille d'Attu a duré du 11 mai au 30 mai. Ça a été relativement c'est une île. Rapide. C'est une île d'Alaska. Oui, pardon. Voilà. Excuse-moi. J'ai pas été assez précis en Alaska, dans l'état d'Alaska en tout cas, et ses extensions. Ok, dernière question, 1 sur 2. Oh. L'Alaska a la plus faible densité de population des États-Unis. Donc, si l'île de Manhattan avait la même densité de population que l'Alaska, seulement 64 personnes vivraient sur l'île de Manhattan. Oui. J'étais un peu eu parce qu'en fait, c'est encore moins que ça. Il serait seulement beaucoup, il serait 16. Il y aurait 16 habitants sur l'île de Manhattan à ISO densité. Ouais, je sais. Ouais. Bon, ok. Merci le piège. Ouais, bon. Ça a été un peu la catastrophe sur la fin, là, mais pourtant, t'étais bien parti. Tu avais préparé ta réplique en disant je vais faire une bonne. Voilà. C'est l'endroit. Alors, les auditeurs très fidèles du podcast savent qu'il y a toujours des petites vannes. Et si j'avais fait 3 sur 3, c'était quoi la vanne ? C'était pas de doute, tu es l'Alaska d'or de cette question qui pique. Tu vois, j'ai les 2 options à chaque fois. Je dévoile un peu mes secrets. Il y a de l'improvisation quand même aussi, c'est le but du jeu. Mais comme il y en a toujours une à ce moment-là, il faut que j'en ai une sous le coude. Ça marche. Allez, je reste. Allez, c'est bon. Écoute, 1 sur 3, c'était pas simple. Ton histoire avec Lily Tarot, donc tu nous as parlé de la façon dont tu l'avais entendu parler pour la première fois. Elle s'est construite de façon tangible à partir de 2007. Est-ce que tu peux nous parler un peu des différents rendez-vous plus ou moins heureux et des fortunes que tu as connues chaque année, soit pour des raisons, toi, la façon dont la course est passée pour toi ou des raisons exogènes qui ont fait que la course n'a pas eu lieu. Mais est-ce que tu peux nous dresser un peu le portrait entre 2017 et puis finalement 2022 de ton rapport à Iditarod et tes expériences là-bas ? Ouais, donc c'est après, donc on parle que de l'Iditarod et après les expériences sur les autres courses polaires. L'Idita, du coup, voilà, il faut faire le 300, la première épreuve, le 300 pour avoir le droit de faire le 1000. Il faut avoir aussi une expérience, un petit CV pour pouvoir être retenu pour faire le 1000 en fait. Et à partir de ce moment-là, moi j'ai commencé par faire ce qui existait sur l'Idita. Ils avaient fait un format 120 miles. Il y avait le premier 120 miles, après c'était le 300. Et après, c'était la 1000. Donc, j'ai commencé la première année à faire le 120. Il n'existe plus ce format-là. C'est dommage parce qu'il est plutôt chouette. Je t'interromps, mais c'est dans cette logique déjà d'avoir en tête le 1000. C'est une construction pour ça. Tu ne la fais pas pour juste explorer. Tu as en tête qu'un jour, ça pourrait te mener au 1000. Ouais, c'est vraiment ça. C'est presque... je fais le 120 et le 300. Je ne pense qu'à une chose, c'est le 1000 et continuer à me préparer. Parce que j'ai fait d'autres courses avant. Donc l'idée, c'est de se continuer à se préparer, d'emmaganiser de l'expérience et avoir le droit d'y participer, de s'y inscrire. Du coup, je découvre l'IDITA en 2017 par le 120 miles. Tout se passe plutôt bien, en fait. C'est une découverte du parcours. Et l'année d'après, du coup, je décide de m'inscrire... tout simplement, ou 300, hein. Forcément, genre ça va être facile. Et puis en fait, l'année où j'ai fait le 120, j'avais fait plusieurs courses, j'avais fait 3 ultrapolaires, un aux États-Unis, un du coup en Alaska, le 120, et un dans 66-33 ouais. 660 km. 660, arrivé à la mer de Beaufort, et que j'ai essayé de faire depuis quelques années, et que je termine du coup en 2017. Mais en fait, j'ai fait vraiment beaucoup de courses. Trois grosses courses dans le froid. Et quand je m'inscris au 300, voilà, c'est la suite logique. 2018, je vais faire le 300 et je pars et je m'arrête au bout de 24 heures. Game over. Ouais, plus rien. Et je suis persuadé que j'aurais pu y aller, en fait. Mais je le sens pas, en fait. Je sens pas le truc. L'idée, c'est de terminer le 300 en étant en forme, pour dire l'année d'après, je fais le 1000, mais voilà, il en reste 3 fois plus. Donc tu fais pas le 300 en arrivant complètement explosé. Donc c'est pour ça que je m'arrête. En fait, je me dis que ça sert pas à grand chose. Il n'y a pas de
24 heures et aussi peu d'énergie, ouais, pourquoi pas aller faire 10 jours à l'arrache et terminer, mais ça n'aura pas vraiment de sens. Du coup, je trouve pas le sens et je m'arrête. Voilà. Sans regret. T'es apaisé avec cette décision? Ouais, vraiment. Et j'étais conforté par rapport à un gars que j'ai croisé l'année d'avant, qui s'appelle Frank Janssen, qui est un Belge, qui vit à Vancouver, que j'avais rencontré, avec qui j'avais discuté un petit peu. Voilà. Mais lui, il faisait la course, il faisait du vélo. C'est quelqu'un qui faisait du vélo, donc il faisait pas mal de courses. Et on avait un peu parlé, et comme il parle français, et c'était un peu mon traducteur. Moi, je parle pas anglais, hein. Du coup, je vais en Alaska, mais je parle pas anglais. C'est un défi total. Ça fait partie de l'immersion du voyage. Je baragouine deux, trois mots, mais voilà, ça étonne toujours les gens que j'aille au fin fond de l'Alaska sans parler un mot d'anglais ou pas grand-chose, mais ça fait partie du truc. Bon, bref, du coup, je rencontre Franck et l'année d'avant, voilà, on parle un petit peu, et puis comme il a fait déjà l'Idita plusieurs fois, il me suit quand je prends le départ du 300 en 2018 et j'abandonne au bout de 24 heures. Et en fait, voilà, il m'envoie un message qui est resté assez... En fait, tout ce que je m'étais dit lors de mon abandon sur l'utilité de faire tout ça, de se mettre la misère, se mettre dans des états pas possibles, il me l'explique assez simplement en me disant que pour lui... Alors déjà, il se présente parce qu'en fait, je ne savais pas vraiment qui c'était. Et c'est juste un gars qui a entraîné, qui est professeur à l'université de Vancouver en physiologie de je ne sais quoi. Voilà, des trucs à rallonge. Une tronche. Ouais, entraîneur d'équipe olympique belge sur je ne sais plus quoi. Enfin bref, voilà, un coach... Voilà, une carte de visite, quoi. Donc il ne m'avait pas dit, très bien, il avait raison, hein, c'est pas pour ça qu'on se rencontre. Et il m'explique en fait tout simplement que pour lui, qu'il en a un petit peu marre. En fait, cette année-là, en plus, il y a quand même un gars qui est sur la Yukon. La Yukon, tu peux y aller, c'est au Canada, c'est une longue distance aussi. Tu peux y aller un petit peu comme ça, sans trop de cartes de visite, comme moi j'ai pu faire à Diagonale-des-Fous quand j'étais gamin. Et il y a eu un accident et un gars qui a fait n'importe quoi, pour le coup, mais qui est contraint par le froid. Et voilà, je crois qu'il a plus ses mains, il a plus ses pieds, hein, pour avoir pété un plomb à cause du froid, tout simplement, quoi. Du coup, il était un peu en colère de ça, en fait, Franck, et il explique qu'il y en a un petit peu marre de commander une course sur Internet et d'y aller les yeux fermés. Et c'est pas ça le but. Et le but du jeu, c'est pas d'abîmer son système endocrinien et mettre 6 mois ou 1 an à s'en remettre, en fait. Donc il est un peu fâché après ça, et lui il est dans une autre approche, voilà, que son approche, et c'était vraiment tout ce que je partageais, en fait, que ce que je m'étais dit la veille, en fait. Ça fait plusieurs années que j'avais cette réflexion, mais il me l'a tellement écrit avec une force incroyable, en expliquant que pour lui, le vrai vainqueur d'une course, c'était celui qui était sur ses 2 jambes et qui n'était pas explosé pendant 6 mois ou 1 an. Et que pour lui, c'était le plus important, en fait. Et voilà. Donc, en fait, il m'explique tout ça par écrit. C'était assez émouvant de le lire, en fait, juste après un abandon, en fait. Et j'étais tellement raccord avec lui que ça m'a suivi et ça me suit toujours, en fait. Cette philosophie de... Je dis pas qu'il faut pas être explosé à l'arrivée, hein. Je dis pas ça parce que je l'ai fait. Certainement que tu l'as fait aussi, et on l'a tous fait, si tu veux. Mais cette recherche la recherche, c'est peut-être la recherche de la course parfaite, de pas arriver explosé, en fait. Moi, c'est un peu mon truc en ce moment, enfin depuis quelques années. Alors peut-être que je dis ça parce que je peux pas gagner, mais est-ce que j'ai envie de gagner? Non, non. Ça m'est arrivé de gagner une fois, ça m'a fait tout bizarre, en fait. Donc, mince, je suis le premier. Il y a personne devant moi. C'était une sensation un peu particulière, mais ça m'a rien fait. Ça m'a rien fait, en fait. Je suis rentré chez moi. T'as gagné. Oui, je suis arrivé le premier, mais j'ai gagné par rapport à qui est derrière moi, en fait. C'était une course polaire aussi, mais oui, j'ai gagné, mais et après. Donc, pour revenir à ce que ta question, je ne sais plus. 2019, tu fais le 300. Ouais, je fais le 3 ans. Donc, en 2018, voilà, j'arrête au bout de 24 heures. 2019, je me réinscris, hein, je rentre et je me réinscris parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir loupé quelque chose et que en 1 an, je sais que je serai reposé. Et moi, je fais plus de courses, en fait. En 1 an, je m'entraîne tranquillement.
Je suis pas dans le mode marathonien, m'entraîner tous les jours, faire du cardio, c'est pas utile en fait. Du coup, voilà, je me repose. 2019, je reviens, je fais le 300 et tout se passe vraiment très très bien. Voilà, je suis pas en train de dire que c'est facile, mais ça se passe bien. Tout ce que j'avais planifié, organisé, voilà, tout est super. et je me dis vraiment que je suis prêt pour faire le 1000. J'ai l'occasion de discuter avec Kyle Durant, qui est l'organisateur de la course. Et il me dit ouais, vas-y, tu peux. Donc je discute en franglais et je comprends qu'il me dit vas-y, si tu t'inscris, je te prends, il y a pas de souci. Donc c'était chouette et c'est excitant. Donc là on est en 2019, début 2019. Du coup je suis inscrit et en septembre en fait, septembre-octobre, je vois bien dans mon entraînement en fait que l'entraînement il passe pas en fait. Il passe pas du tout, je me sens fatigué. Donc tu vois, ça revient souvent ça. Et ça c'est l'héritage du 300 miles, ouais, certainement. Pourtant je l'ai fait, j'ai eu l'impression de le faire tranquille, mais tu fais c'est sournois en fait. Tu crois, mais en fait non, c'est pas c'est pas aussi simple que ça en fait. Tu vas quand même puiser dans des ressources, voilà, dans tes ressources. Donc justement, c'est pas juste un mot de dire puiser dans tes ressources, c'est bien tes ressources. Donc ça te fatigue. Des fois, on a l'impression que non, mais en fait, c'est plus sournois que ça. Donc je sens que je me suis pas remis cette course. Je suis pas le seul à le dire. Fanny, qui est spécialiste en shiatsu, donc vachement qui est dans la médecine chinoise, voilà, je suis un peu son cobaye en fait. Si j'ai une poche sous l'œil droit, j'ai tel truc. Si c'est sous l'œil gauche, il y a un truc. Elle sait, elle voit en fait, elle voit tout en fait. Enfin, Donc, elle me dit, non, moi je pense que tu es fatigué. Du coup, oui, je suis fatigué. On continue. Puis en fait, au bout de 2 mois, tu t'aperçois qu'elle avait raison, en fait. Bon. Donc, j'appelle Kyle. Et tu repousses. Ouais. Et au bout du compte, c'était pour l'édition 2020 qui a été arrêtée en plein milieu de pandémie. À 800 km en plus, ils sont arrêtés à 800 miles exactement. À 800 miles, pardon. Ouais, puisque en fait, voilà, c'est tout ce qu'on sait. 2021, il n'y a pas, Covid. 2021, ouais. Toujours. Donc, voilà. Moi, je suis inscrit, mais forcément, les inscriptions sont décalées. Et pour 2022. Que tu vas nous raconter très bientôt. Ouais. Sur la prépa, j'ai lu que tu n'avais pas mis en place de préparation particulière, en tout cas pas pour le froid, notamment. Il y avait aussi la médecine chinoise qui a joué aussi un certain rôle dans ta préparation. Tu viens aussi de l'évoquer à l'instant. Qu'est-ce que tu as pu mettre en place qui pourrait être intéressant de savoir pour nos auditeurs sur ce type de course et quand même tu t'es pas préparé spécifiquement pour le froid? C'était quoi les grosses briques, les grosses composantes? En fait, aborder le froid, je l'aborde avec de l'expérience. Alors après une dizaine d'ultrapolaires, donc je sais un peu où je vais. Là, je te parle juste de l'expérience, je te parle pas du physique. Donc ça, je sais qu'il faut absolument une méthode. Être patient, être organisé, que tout tient, beaucoup de choses tiennent à la logistique. Le physique, depuis des années, moi je m'entraîne, voilà, j'ai toujours mon petit parcours, j'habite à Caen, je prends le train le matin vers Bayeux et puis je reviens en courant, marchant le long de la mer, à Romanche. Entraînant ta poulka à roulette? Non, pas du tout. non, même pas. Du coup, voilà, si j'arrive à faire ce petit parcours qui fait 60-70 km dans la journée en terminant tranquillement en courant, et que ça va, que j'en ai pas plein le dos, je considère que mon entraînement, il a été efficace et je le valide comme ça, en fait. Sans penser à un chrono particulier, c'est juste d'arriver chez moi et en me disant « c'est bon, je vais bien, je suis pas fatigué ». Entre guillemets, je suis pas fatigué, évidemment. Mais c'est pour le côté physique. Mais cette année, justement, pour préparer l'IDISA, je n'ai pas réussi à faire ça. Je n'y arrivais pas, en fait. J'ai commencé mon entraînement en septembre et en fait, j'allais marcher 3, 4 heures, 5 heures et j'arrivais pas à faire ces 8 heures. Je les ai faites 1 ou 2 fois, mais j'arrivais pas à faire des 10 heures. Dans ma tête, ça fonctionnait pas en fait. Du
coup, c'est un peu angoissant parce qu'en fait, tu te dis, bon, attends, il faut quand même que tu sois prêt physiquement parce que c'est le principe, en fait. On a toujours l'impression qu'on n'est jamais assez prêt, en fait. Physiquement, on veut toujours en faire plus. Et en même temps, je lui dis, bah, si tu n'es pas prêt pour faire ton entraînement habituel, bah, le fais pas. Le fais pas. Si c'est pour te blesser, laisse tomber. Et en plus, au mois de novembre, moi, je me suis cassé le coude. Donc, en faisant de la trottinette. On rigole pas, s'il te plaît. Pardon, j'essaie de me contenir. Avec Gaspard qui... T'as oublié tes protège-coudes. C'est ça, donc, devant plein d'enfants, et t'as ton fils qui arrive et qui dit « Waouh, la honte, papa !» Et j'ai fait un beau gadin. C'était pour faire un 360, rassure-moi, non ? C'est ça. Donc j'avais un peu mal, mais en fait j'ai pas trop fait voir que j'avais mal, mais j'ai fini à l'hôpital avec une attelle pendant tout le mois de novembre et jusqu'en décembre, quoi. Donc la préparation, elle est un peu compliquée. Elle est compliquée, mais au bout du compte, en fait, je me repose, en fait. Je me repose et en fait, je fais de la muscu à côté, mais ça, je faisais déjà avant. C'est important pour tirer une poulka de faire un petit peu de haut, de bas. Donc, je fais gaffe parce qu'avec mon coude, c'est difficile, mais du coup, je pars un peu sur une autre préparation, en fait, parce que je me dis, voilà, c'est stoppé pendant un mois. Peut-être le moment de ne pas trop marcher. Voilà, c'est comme ça. Sur une petite philosophie de Bouddha, de tout ce qui arrive est utile. Je pense toujours à cette réflexion-là. Et voilà, c'est arrivé, je me suis cassé le bras, il faut que ce soit utile à quelque chose, donc voilà, profitons-en. N'empêche que tu n'es quand même pas sûr de toi. Donc physiquement, c'est pas extra, c'est pas non plus à la ramasse, mais c'est pas... Voilà. Optimal. Non, c'est assez classique. Mais pour en avoir fait beaucoup quand même, je sais que c'est pas optimal, vraiment. Là, c'est pas du flan, c'est pas ouais, c'est ça, t'es jamais content, il t'en faut toujours plus pour t'entraîner. Non, là, je sens. Sans que ça sème le doute pour autant. Non, mais du coup, je me dis, attends, t'es pas parti pour faire un 300, t'es parti pour faire un 1000. 1000, c'est 30 jours. Alors, j'ai jamais fait. J'ai fait 10 jours, 10 jours maxi. J'ai fait en off, traverser les Pyrénées pendant 20 jours ou les Alpes pendant une quinzaine de jours. Mais en off, mais je sais que l'Idita en 30 jours, il va se passer ce qui va se passer dans les 10 premiers jours, mais je vais continuer mon entraînement pendant ces 10 premiers jours. Par contre, sans prendre de retard, mais l'idée, c'est ça, en fait. Je dis, bon, comme de toute façon, j'irai pas vite, puisque je suis pas assez bien préparé, je vais y aller tranquille les 10 premiers jours, et on va voir ce qui va se passer, en fait. Continue ton entraînement. Après tout, pourquoi pas. Je vais pas pour la gagner, de toute façon. Donc, on verra ce qui se passe. Donc, est-ce que c'est rassurant ? Je dis, non, mais de toute façon, je suis inscrit, j'ai envie de la faire. Je sens qu'il faut la faire cette année parce que tout est compliqué. Enfin, c'est partir 30 jours, 40 jours en Alaska, ça reste quand même pas simple à organiser. Donc, je pense que c'est le moment et je lâche pas l'affaire. Ton employeur qui était toi-même était d'accord d'ailleurs. Je me suis il t'a accordé des auto-autorisé. Donc voilà, c'est en début d'année. Et moi, je veux que Fanny vienne avec Fanny et Gaspard, mais c'est compliqué. 40 jours, c'est pas facile. On peut prendre du temps, mais la logistique en Alaska, c'est vraiment pas simple. C'est pas juste suivre en motoneige ou en coucou d'étape en étape. C'est vraiment pas simple. Du coup... c'est intérêt relatif pour eux quand même. Ouais. Du coup, voilà. J'ai une question à plein de tiroirs dedans. Eric, si tu peux me faire une petite compilation de réponses sur tous ces sujets. Je voulais que tu me parles de l'équipement, de la poulka, la partie nutrition, alimentation, hydratation. C'est quoi les grands principes ? Comment est-ce qu'on boit de l'eau, par exemple, sur des courses comme celle-là ? La navigation en autonomie, comment est-ce que ça se gère ? Voilà. Et pour conclure, la partie sécurité, s'il se passe quoi que ce soit, c'est quoi le principe ? C'est-à-dire qu'on peut venir te chercher dans toutes les situations, dans la plupart, dans très peu. Enfin voilà, juste avoir un espèce de panorama de toute cette partie-là que je n'ai pas évoquée tout à l'heure et que je voulais que toi, tu portes. Alors du coup, oui, pour faire ce genre d'expédition, parce que ça devient de l'expédition, tu tires une poulka. Une poulka, c'est un traîneau en fait, un traîneau qui va faire de 20 à 30 kilos selon ce que tu as mis dedans. Et c'est tout ton matériel pour te changer, pour te nourrir, pour t'alimenter. Et voilà, du coup, il faut que ce soit très bien rangé. Tu as un duvet dedans, tu as
J'essaie d'être à peu près dans l'ordre. Parce que l'ordre est important. Tu n'as pas le temps de chercher. En fait, tu peux pas avoir Voilà. le luxe de chercher quelque chose qui est en dessous. Je suis en train de vanter un truc. Normalement, je suis méthodique et organisé. Donc, je suis censé vous dire un par un où tout est placé. Et c'est vraiment pas simple. Du coup, oui, une Pulka, c'est pas un sac à dos. C'est-à-dire que si tu cherches les piles de ta frontale au fond du sac à dos, ça t'agace tous. Ça nous agace tous. Et si tu fais ça dans ta Pulka, et pour chercher les piles de ta frontale, tu es obligé de retirer tes moufles. S'il fait moins 20, moins 30, ça devient compliqué. Ça va aller, mais tu vas te refroidir, tu vas t'énerver, et ça va pas fonctionner. Donc, une Pulka, elle doit être comme ton sac à dos. Et c'est plus simple de ranger dans une Pulka, parce que c'est une barquette qui fait 180, 1m80 ou 1m70 de long sur 50 cm, peut-être même 40 cm, bref. Du coup, il te faut ton duvet bien rangé à un endroit, ton réchaud. Donc le réchaud, c'est pas simple, c'est pas juste un réchaud au gaz, c'est un réchaud à l'essence qui rend pas pratique. Donc le gaz, il marche pas, ça va pas marcher à moins 30 degrés. Donc pourtant c'est assez pratique à mettre en route. Mais le fuel fonctionne, l'essence fonctionne à tous les coups. Du coup, on a ce réchaud à l'essence. Ton sac de change. Donc tout ça, c'est dans des sacs étanches, en fait, forcément. Il faut que tout soit étanche à l'humidité. Ton sac de nourriture, qui est forcément important. Et puis voilà, ça fait une Pulka assez pleine avec tes réserves de piles si tu as besoin de piles. Est-ce que tu as des drop bags que tu laisses sur le parcours? Alors oui, il y a les drop bags. L'organisation de la course t'autorise à 3 drop bags en fait, que tu envoies une semaine avant le début de la course. 15 jours avant le début de la course, ils seront acheminés par eux en avion. Du coup, le dernier, t'en as un ils sont placés au bout de 500 km maximum. Voilà, je suis en train de chercher 500 miles maximum, pardon. Ce qui fait 300 km. C'est une petite différence, ouais. Et à partir de la mi-course, ils considèrent que tu dois te débrouiller tout seul. Donc moi, j'ai fait en sorte de charger au maximum ces 3 drop bags, en fait. Je voulais partir avec 60 plats lyophilisés. Du coup, j'ai chargé les drop bags, même si tu as un maximum, en mettant le plus de plats lyophilisés et de piles. Voilà. Derrière tu es censé ne plus avoir de ravitaillement. Sauf qu'il y a une possibilité, c'est tu peux te faire envoyer en faisant des espèces de boîtes, des boîtes de ravitaillement, en fait, mais que tu dois envoyer toi-même de chez toi dans des bureaux de poste dans les villages que tu peux traverser. Sauf que ça, c'est un petit peu compliqué à organiser pour un Français, pour un Européen, parce qu'envoyer de la nourriture par une boîte postale aux États-Unis et en Alaska, c'est un peu la loterie. Donc l'idée, c'est plutôt d'arriver 15 jours avant, sauf que pour moi, c'était pas possible. Et puis organiser ça, envoyer des boîtes d'alimentation. Donc moi, ça, j'ai pas fait. J'ai pas fait ça. Et j'ai chargé en plat lyophilisé mes drop bags. Voilà. Et je savais qu'il y avait 1 ou 2 épiceries, mais c'était plus pour la barre de céréales, des choses comme ça. Et ça a fonctionné. Ça a fonctionné quand même. J'ai eu assez. J'ai eu un petit peu peur à un moment pour mes piles, en fait, parce que les piles, c'est pareil. Les piles, c'est compliqué parce que ça tient 3 fois moins de temps que ici, quoi. Le froid, ça bouffe tout. Du coup, pour les frontales, c'était principalement pour ma frontale. Donc la logistique pile, elle était quand même pas simple à organiser. Elle s'est bien organisée quand même. Donc je suis assez content. Les nuits? Alors les nuits... Les configs possibles, il y en a plusieurs, plus ou moins luxueuses. Ouais, c'est ça. En fait, ta journée de course, ça va s'organiser assez simplement entre ton parcours. Enfin, si tu pars on va dire que tu pars d'un point chaud, voilà, d'un petit refuge sur le parcours, tu vas regarder où est le prochain refuge, en fait. Refuge, cabine, ce qu'on appelle cabine shelter, ou village où il va y avoir une école et un gymnase. Il y a des situations où il n'y a rien. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Donc, en fait, tu organises ta journée comme ça. Alors, s'il y a 200 km entre 2 villages, entre 2 points chauds, on va dire, forcément,
de grandes chances que tu dormes dehors. Donc ça, tu t'y prépares. Tu sais que de toute façon, tu ne feras pas 200 km. Il y a peu de chances. Tu peux, hein. Il y en a qui sont capables, mais bon, ça fait un peu beaucoup. Donc là, tu sais que tu t'organises tu pars à telle heure. Donc, ta journée, elle est organisée. Soit tu te dis, je vais partir à 2 heures du matin, soit je vais partir à 8 heures du matin. C'est selon le parcours qu'il va y avoir et comment tu vas dormir. Donc, quand il faut dormir dehors, on s'y prépare. On essaye de ne pas le faire à l'arrache. Ce qui n'est pas simple, parce que quand tu pars le matin, tu as ton rythme, tu t'arrêtes, tu manges un petit peu, tu te fais... Et puis la course, ça te grise un peu. T'avances, t'es sur ton bon rythme. Et le piège, c'est de ne pas s'arrêter au bon moment, en fait. Le bon moment, c'est quoi? C'est la journée, nécessairement? Il faut qu'il fasse encore jour avant de... Moi, j'ai fait toutes les configs possibles. J'ai fait, partant très tôt le matin. Quand je dis très tôt, ça peut être 2h, 3h, 4h, 5h. Enfin, il n'y a pas trop de règles. C'est un peu comment tu te réveilles de la veille. Et ça m'est arrivé de dormir à 14h, de sortir mon duvet, dormir de 14h à 16h, juste faire 2 heures, mais au chaud dans mon duvet. Il y a du soleil, il doit faire -10, quelque chose comme ça. C'est pas trop froid, du coup, faire un bon repos, repartir à 16h en ayant mangé, puis à 16h, si tu arrives à marcher 8 heures, c'est pas mal, quoi. Tu rajoutes des kilomètres sur ta journée. Il fait nuit à quelle heure à peu près? En fait, c'est du 12-12. Ok. Ouais. Donc, à 8-9 heures, il commence à faire nuit. 20 heures. Et le matin, 8 heures du matin. Donc, faut s'organiser. Il ne s'agit pas de se poser dans son duvet et pas dormir. La limite, c'est d'arriver à se poser, se mettre dans son duvet. Parce que se mettre dans son duvet, c'est pas simple. Faut sortir, faut tout sortir, faut se changer. Enfin, voilà, quand tu t'arrêtes sous ton duvet, t'as envie de te reposer, t'as envie de dormir, en fait. Et tu peux pas le faire à l'arrache non plus. Ça m'est arrivé de le faire. Parce que trouver une place pour dormir, en plus, tu as une piste. Tu as quand même une piste devant toi qui est soit il y a du monde qui est passé avant, donc ça va, c'est une trace. Les mushers sont passés avant, une motoneige ou des concurrents. Du coup, voilà, il y a quand même une trace. Mais à droite, à gauche, c'est 1,50 m de neige. Donc, ton bivouac, ça va être un peu compliqué de le faire, le faire là. Et tu peux pas te poser ton duvet sur la trace. Donc, faut aussi trouver le bon endroit. Et ça, c'est pas simple. Tu peux te retrouver au bout de 2 heures et putain, j'ai toujours pas trouvé d'endroit pour dormir. Tu repousses et en fait c'est comme c'est le principe de faire un pique-nique, on s'arrête sur la route. Elle était bien cette place-là. Oh, attends, non, on va voir plus loin, elle est mieux. En fait, elle est pas mieux. En fait, tu fais pas marche arrière. En voiture, tu vas faire marche arrière. Tu dis bon, allez, elle était bien la première place. On va s'y arrêter. Mais donc là, tu avances et tu cherches la bonne place. Et voilà. Et à un moment, il se peut que ce soit un peu trop tard et que tu commences à être fatigué et vraiment fatigué et que le vent se mette à souffler et tout peut être un peu plus compliqué et dégénéré en fait. Et moi, ça m'est arrivé une fois, hein, sur cette course-là en fait, où je me suis couché, je sais plus, ça devait être 2 heures du matin. Et d'habitude, donc j'ai pas de tente, hein, je dors avec juste le duvet et un sursac pour le duvet pour qu'il soit étanche en fait en Gore-Tex. Et l'idée, c'est pas de se mettre dans un duvet en étant trempé, forcément, sinon l'humidité va faire des ravages. Et là, il y a beaucoup de vent et du coup, faut se mettre dans son duvet en 30 secondes, c'est le mieux. Du coup, se mettre dans son duvet, c'est se mettre dans son duvet avec ses chaussures. Si tu les laisses pas dehors, tu n'enlèves pas tes chaussures et tu les laisses pas dehors parce que sinon, le matin, elles seront dures comme de la pierre et c'est pas très agréable. Voilà, je rentre avec mes chaussures dans le duvet, c'est toujours ce que je fais, et je mets tout dans des sacs étanches en fait. Je me change dans mon duvet et j'ai assez de place. Chaussures dans un sac étanche, mon haut pour être tout dans les sacs étanches et refermé. Et normalement, je suis censé passer une magnifique nuit. Sauf que là, mon sac étanche, je sais pas, ça fonctionne pas, il se retrouve ouvert en fait. Et puis il y a du vent, donc normalement. Dans ton duvet, tu es censé être bien cloisonné.
Et ça fonctionne pas. Et en fait, je me retrouve à avoir froid au bout de 2-3 heures. En fait, je suis réveillé par le froid. Et il fait toujours aussi froid dehors aussi. Et j'ai froid dans mon duvet. Du coup, là, voilà, c'est clair, ça sert à rien de rester. Il faut oublier les goals et repartir, quoi. Alors que j'ai dormi que 3 heures. Donc, c'est compliqué, mais c'est comme ça. Il faut faire le choix. Il ne faut pas attendre. Je ne vais pas rester dans mon duvet à avoir froid. Ça ne marche pas. Il fait plus sa fonction, en fait. Alors que sa fonction, c'est de tenir à moins 50 et sans aucun problème. Et c'est arrivé plein de fois qu'il fasse la bonne fonction. Et là, je me suis couché trop vite. Et c'est une erreur, en fait. Enfin, mais ça fait partie du truc, quoi, malheureusement. Donc, je repars. La navigation, ça présente des difficultés particulières ou c'est assez intuitif, il y a des traces, enfin, de nuit ça ne veut pas dire grand-chose, mais voilà. Est-ce que c'est un sujet délicat pour toi? Du coup, sur l'IDITA, la navigation, au début, il n'y a pas vraiment de trace, en fait. Parce que tu as ta trace GPS, mais c'est ta trace. L'organisation ne donne pas de point GPS. Tu te débrouilles, normalement. Tous les ans, c'est la même trace, mais sur un fleuve, en fait, tu ne sais jamais d'une année à l'autre. Si le fleuve, il fait 3 km de large, hein, j'exagère un peu, ou le lac, d'une année à l'autre, ça passe jamais par le même point. Du coup, l'organisation te dit, tu te débrouilles, tu fais ta trace tout seul. Donc au début, c'est un peu, voilà, chaque concurrent a une trace GPS, on sait un peu que l'année dernière, on est passé par là, tout. C'est un peu la jungle, en fait, mais on arrive à s'y retrouver. Et plus on avance dans la course, mais assez rapidement, en fait, on se retrouve à être tous sur la même trace. Et même passer le 300 miles et Maguas, là, il y a vraiment une trace avec des piquets pour les mushers, en fait. Du coup, là, ça fonctionne bien, en plus de ton GPS quand même, parce que des fois, les piquets, avec le vent, il n'y en a plus. Donc, en fait, tu suis ces piquets, c'est plutôt assez confortable quand même. Et mon dernier point, c'était sur la sécurité. Alors, la sécurité, c'est que tu as l'organisation de la course, te délivre un spot, en fait. Une balise. Une balise, ouais, ce qu'on appelle une balise, du coup, suivi t'es suivi à la trace, en fait, par eux. Et tu dois changer les piles régulièrement, enfin, deux fois dans la course, pour être sûr que tu aimais toujours. Que tu aimais toujours. Mais t'as pas de SOS dessus. Hein. Y a pas de. Moi, j'ai aussi une autre balise avec un type spot où je peux envoyer un SOS. Donc, au cas où je l'ai, j'ai jamais utilisé. Hein. Mais là, si on voit ton SOS, c'est la sécurité civile du pays qui vient te chercher. Donc, pour le coup, là, c'est l'armée américaine. Mais ça veut dire quoi? C'est des avions? C'est des motoneiges? Qu'est-ce qui est faisable? Ça dépend, j'imagine, dans lequel tu es, mais comment est-ce qu'il peut venir à ton secours? Dans quel délai? C'est quoi l'amplitude? Alors, en fait, entre chaque village, si tu as 200 km entre chaque village, il y a toujours je ne vais pas dire un shérif, hein, mais j'en suis pas sûr du tout, mais ils sont en lien les uns aux autres. Donc, si tu envoies un SOS, tu sais que ça va être relié à l'armée américaine qui va déléguer, en fait, pour savoir qui peut venir te chercher. Mais voilà. C'est tout ce que tu sais. C'est tout ce que je sais et je l'ai jamais testé. Mais effectivement, tu ne sais pas en combien de temps ils vont arriver. Donc, évidemment, on va éviter de passer à travers la glace, quoi. Clairement. Je dis ça, mais ça peut paraître effrayant, mais il n'y a pas de raison de passer à travers la glace. Et il y a un risque, une menace animale ou pas? La seule menace animale, en fait, c'est plutôt. Ça peut nous faire rire, nous, de vue de France, mais c'est les mousses, les élans. Oui. Et c'est ça, énorme. C'est énorme. Et voilà, tous les gens de la course te disent il y en a un devant toi, il ne se poussera pas. Tu fais un détour, mais tu ne vas pas vers lui, il va te charger, en fait. Donc, ils le disent tous. Hein, ils sont tous avec. Ils n'ont pas peur des loups. Hein. Les loups, ils disent, mais les loups, vous n'en verrez pas. Ils sont en meute et ils ont peur de l'homme. Donc, vous n'en verrez pas. C'est une légende. Les ours, ils dorment, ils hibernent. Donc, non, ils ont tous peur par rapport aux mousses. Et effectivement, ça m'est déjà arrivé d'en voir un au loin. Et, tu lui as pas dit, tu te pousses, mousse? Non. Voilà, je l'ai regardé très longtemps. J'ai fait un détour. J'étais pas content parce que j'avais 1,50 m de neige
Purée, t'es sur la trace, mais non. T'as bien fait parce que visiblement, il est encore au même endroit là. Il n'a pas bougé. C'est ça. C'est ça. Alors, c'était peut-être pas un mousse en fait. Mince. C'était une alu. Non. Voilà. Donc ça, faut faire. C'est la menace principale. Ouais. C'est tout. C'est déjà pas mal. C'est pas mal, ouais. Ça y est, donc nous sommes le 5 mars 2022. C'est le jour du grand départ. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu avais prévu en termes de quotidien, en tout cas en termes de rythme? C'était un calcul très arithmétique, divisé 1600 km par 30 jours, et puis ça, c'était le rythme de croisière que tu t'imposais. Est-ce que tu étais flexible par rapport à ça, si c'était l'approche en tout cas que tu avais adoptée? Oui, l'idée c'était ça, assez simpliste en fait, ouais, de dire 1600 km divisé par 30, ça fait 53 bornes par jour. Ouais, à peu près, voilà. Ça c'est pour l'arithmétique, mais après j'ai divisé en fait mon parcours en 3 tronçons. Voilà, le premier tiers, deuxième tiers, troisième tiers. Et l'idée c'était de faire un petit bilan à la fin du premier tiers. Est-ce que j'ai tenu mes 53 par jour? Alors, secrètement, tu te dis que si tu pouvais faire 55-60, c'est pas mal. Ça te permettrait d'avoir toujours un petit peu de marge. Mais l'idée, c'est surtout pas d'aller en faire 30 ou 40. Si tu peux ne pas en faire 30 ou 40, mais ça, tu sais pas, en fait, selon la météo. En fait, c'est assez difficile à planifier, en fait. Donc, c'est de faire un petit bilan au bout de 10 jours. Et voilà. Donc, tu sais que tu as 53 km ou 60 km, pour faire simple, en 24 heures. Tu t'adaptes à ça et tu comptes. Mais en fait, c'est un calcul. T'arrêtes pas, en fait. Toute la journée, tu es toujours en train de faire tes moyennes horaires. Toujours. Tu es là. En plus, tu mélanges, tu fais tes moyennes kilomètres-heure ou miles par heure. En fait, tu es toujours en train de convertir. En fait, il y a 20 miles là. Ils ont marqué qu'il y avait entre 2 villages, il y a 20 miles. Alors, ça fait ça. Tu comptes. Tu fais que ça. Puis à un moment, tu te dis, putain, arrête de compter. Arrête de compter, marche. Ça occupe, ceci dit. Ça occupe, mais c'est même usant. Oui, ça peut être anxiogène. C'est super usant. À la fin, tu te dis, mais arrête, vas-y, de toute façon, tu marches. Donc, si tu marches, t'avances. Fais au mieux. Ouais, si t'avances, voilà, on verra. T'as le temps pour avancer, mais voilà. Il ne s'agit pas juste de se poser. Donc, en fait, tu fais tes petits bilans tous les jours et il n'y a pas que ça, en fait. Il n'y a pas juste, il y a pas que avancer et bouffer du kilomètre. Quand j'ai divisé ça en 3 tronçons, premier tiers, deuxième tiers, c'est que premier tiers, c'est je fais un bilan. Je soigne tous les bobos, je me remets en état. Il n'est pas question de reprendre un deuxième tiers si j'ai pas un minimum en fait, c'est une mise à jour. Hein. C'est une mise à jour claire à la fin du premier tiers et du début du deuxième tiers. Si j'ai des poches comme ça au niveau sous les yeux, non, on va rester 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures de plus ou une nuit de plus. Mais c'est pas de se mettre en danger là-dessus parce que ça, je me dis que ça passera pas en fait. Du coup, tous les jours, c'est ce bilan-là qui va me faire qu'à la fin du premier tiers, voilà, on fait un gros bilan, mais tous les jours, il y a ce bilan de timing, de nourriture, de repos. Hein, quand je dis repos, c'est étirement, c'est gérer tout son physique, en fait, tout simplement. Et t'as un crédit. T'as un crédit au début de la course et il ne faut pas l'entamer ou l'entamer le plus tard possible. S'il faut l'entamer, allez, on l'entamera quand il restera quelques kilomètres. Pourquoi pas, s'il faut se la mettre, voilà. Mais ça ne sert à rien d'aller se cramer trop tôt, sinon je ne crois pas que ça marchera en fait. Voilà, donc, tous les jours, je me fais mes étirements, étirements des méridiens, ce qu'on appelle les macos. C'est super important. C'est pas facile à faire dans la neige, mais je le fais. Je m'allonge dans la neige et je fais mes étirements. J'ai 6 postures et je dois me les faire au moins une fois par 24 heures. C'est une chose que je fais tous les jours depuis pas mal d'années et ça m'a fait disparaître pas mal de mots. Du coup, c'est important pour moi de les faire. Je sais pas si c'est... Je veux pas dire, je sais pas si ça marche ou ça marche pas. En fait, je sais que ça marche. Donc, c'est important pour moi de les faire et c'est cet ensemble-là qui fait que je surveille mon physique, je mange, mon rythme et c'est mon quotidien, tous les jours, tac, 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 tac. Après ces 490 km initiaux, il y a une première pause dans la course. Est-ce que c'est déstabilisant de renouer un peu contact avec l'humanité ou c'est simplement une grande réjouissance et c'est avant tout ça?
Ah, c'est super, enfin, c'est une grande réjouissance et c'est super excitant parce qu'en fait, le 300, voilà, on arrive à Magua, c'est un peu la fête, c'est une grande ville, enfin une grande ville, j'exagère un peu, c'est un gros village, on va dire. Et donc, tu as l'organisation de la course qui est là pour accueillir les finisseurs du 300. Toi, il t'a fallu 8 jours, j'ai oublié de le préciser, pour arriver à cet endroit-là. Ouais, je m'étais dit que voilà, 8 jours, c'est la fin du premier tiers, et j'arrive en 8 jours et je me dis c'est bon, j'ai 24 heures pour me poser, et j'étais quand même fatigué, hein. Tu vois, j'avais des bonnes poches sous les yeux, puis c'était voilà, la fin du premier tiers, que c'est le maxi que j'avais jamais fait en fait. Donc, qu'est-ce que je fais derrière? Est-ce que je repars? Est-ce que je repars pas? Je sais que je repars, hein. Je me pose pas la question que si je repars pas, mais c'est dans quelles conditions je vais repartir. Est-ce que je vais être suffisamment reposé? Et du coup, voilà, on a une connexion. J'ai l'occasion d'appeler ma compagne, Fanny, et du coup, voilà, on cause un peu de tout ça. Elle me donne plein de petits points pour me soigner. Enfin, elle me confirme que c'est ce qu'il faut faire. Voilà, j'ai quand même le genou gonflé. Enfin, normal, j'ai envie de dire. C'est normal. Je le sais que ça allait arriver. Il n'y a pas de souci. Tu fais pas 10 jours sans bobo. Et c'est excitant d'être là au milieu de tous ces concurrents qui s'arrêtent, en fait. Il y en a plein qui s'arrêtent, puisqu'ils ont fini le 300. Je vois personne du 1000. Hein. Et les gars, les premiers sont déjà partis, les autres sont derrière, pas beaucoup derrière. Et tu vas être le seul à partir. Voilà. Donc, tu pars tout seul à 6-18 heures le soir en disant je vais faire une petite étape, et tu repars. C'est super excitant parce que là, pour le coup, c'est une nouvelle course, et c'est vraiment le début de l'aventure, en fait. C'est un truc que là, tu connais pas. Ce parcours-là, je le connais pas, puisque le premier 300, je l'avais déjà fait. Là, voilà, c'est tout ce que j'ai rêvé, imaginé depuis des années, de l'Edita, traverser l'Alaska, à quoi ça ressemble. Je voyais, voilà, t'as des images en tête, hein, comme tout le monde qui... Et voilà, on y va, là, on y va. Et on y va tout seul, clairement. On y va tout seul. Ça fait partie aussi, à partir de ce moment-là, t'as les mushers, en fait, de l'Edita Dog, en fait, ils sont partis une semaine après toi. Après nous, en fait, dans Courage, et ils commencent à te dépasser. Donc, eux, ils font l'Edita en 15 jours. Et c'est le moment où, voilà, donc toute la première étape, là, après Magras, là, où pour moi, c'est la découverte, ils me dépassent. Toutes les 2-3 heures, j'ai un musher qui passe. Un petit élan de vie, c'est sympa. Carrément, ouais, c'est un vrai contact. Ils s'arrêtent pas. Hein. Ils vont pas non plus à 50 km/h, mais c'est assez... Ça te reconnecte un peu ponctuellement ouais. C'est assez serein en plus. Et, moi, je connais pas le monde des mushers. Hein. J'en ai évidemment croisé plusieurs fois, évidemment. Mais là, c'est tu vois, le premier qui te double. Donc les mushers, on l'a pas expliqué, mais c'est les attelages, en fait, de chiens de traîneau. Enfin, c'est les pilotes, les gens qui conduisent. Ouais. Donc, c'est des équipages. Voilà, là-bas, c'est un peu l'équivalent du Tour de France. Chez nous, c'est... attention, l'Edita Dog, c'est the course. Voilà. Et ils te doublent, et c'est assez chouette, en fait. C'est assez chouette. La solitude, elle est très présente. Est-ce qu'il y a de la place pour de la monotonie, ou en fait, tu es tellement dans l'effort, dans le mouvement, ou dans tes calculs de convertir des miles en kilomètres, que il n'y a pas vraiment de place pour ça, ou si ça l'est, c'est pas si gênant? Le truc, c'est que, faut pas... C'est long. 24 heures. Une journée, 24 heures. Parce que tu sais pas quand tu dors et quand tu dois dormir, quand tu dois marcher ou continuer. Enfin, c'est assez long, et il faut rester concentré sur tout ce que tu dois faire, sur le froid qui arrive, sur ta logistique, ta nourriture, ton sommeil. Donc, mais forcément, entre deux calculs de conversion de kilomètres et de miles, il faut que tu penses à autre chose pour avancer. Enfin, donc tu te perds dans certaines choses. Moi, j'ai refait les plans de ma maison pendant plusieurs jours, mais au détail près, à la vis près. J'étais là, faut que je fasse ça, là, faut que je fasse ça. J'étais dans mon truc pendant plusieurs jours. Je refaisais les plans, je cassais les murs, je faisais ça. Non, par contre, il faut pas. J'étais parti là-dedans, c'était mon truc. Après, ça a été autre chose. Je t'enverrai les plans de mon appartement pour la prochaine course. Ouais, c'est ça. Tu peux y réfléchir. Il faut que je refasse une petite course, quoi. Mais oui, il faut s'occuper quand même. Mais moi, j'étais tellement heureux d'être là-bas, en fait, aussi.
de découvrir tous les jours. Tu sais, entre deux villages, tu dis, bon, il y a ça. Et je voulais vraiment profiter de chaque instant, chaque journée, et je pensais à ma progression sur la carte, en fait. Tu penses que ça avance, voilà, tu montes, parce que voilà, tu montes au nord. Et c'est quand même, ouais, c'est clairement ton fil rouge, forcément. C'est ton but. Donc, mais je veux pas oublier, je veux pas oublier que c'est vraiment formidable d'être là. Certainement, j'y retournerai jamais, je pense, mais j'en sais rien, mais certainement, comme je suis jamais retourné en Amazonie ou en Libye, où faut profiter de cet instant-là. C'est tellement important de te dire, je suis là, personne t'a obligé à être là, donc profite. Alors oui, une montagne blanche, c'est une montagne blanche, si tu veux. Un horizon blanc, il reste blanc. Mais attention, c'est un privilège incroyable, en fait. Faut pas oublier ça. Si tu te perds en te disant qu'est-ce que je fais là, non, qu'est-ce que tu fais là? T'as demandé à être là, tu veux le faire. Regarde. T'es pas au bord de la plage à Ouistreham ou je ne sais où. Ou dans le métro à Paris. Ou dans le métro à Paris, ouais, voilà. Donc, c'est une vraie chance et il faut profiter. Je profite de ce truc-là. Donc, je repars. J'arrive à savourer à peu près en toutes circonstances. Ouais, c'est important. J'ai eu des retours de gars qui avaient fait l'IDITA ou qui avaient abandonné. Et, je trahis rien en disant ça, mais qui m'avait vraiment dit, mais je m'emmerdais. J'en pouvais plus, je m'emmerdais. Et j'ai trouvé ça assez fort. C'était déjà fort de le dire, hein, il a été honnête de le dire. Mais je me suis dit, purée, il s'emmerdait, c'est fou. Mais à partir de ce moment-là, il ne pouvait plus avancer. Et moi, je ne conçois pas, mais je ne conçois pas pour moi. Je conçois que lui puisse s'emmerder. C'était son état d'esprit, machin. Il y a pas de, je ne condamne pas ça, mais je suis tellement heureux de ne pas m'être emmerdé, quoi. C'était surtout pas. Mais peut-être si j'étais pas à l'abri. Enfin, tu vois, on n'est pas à l'abri de s'emmerder sur une course. Tu atteins la mi-course, donc 800 km après 14 jours d'effort. Est-ce que tu marques une pause à Ruby dans un lodge? Une pause qui est, on imagine, bienvenue. C'est quoi les choses dont tu as envie dans ces moments-là? Tes besoins, c'est quoi les choses vitales pour toi, essentielles dans ces temps de pause et de reconnexion à l'humain, à la chaleur, à tout ça? Qu'est-ce qui compte pour toi? C'est principalement se refaire une santé, en fait, hein, se soigner, parce que à Ruby, je sors en gros de la Pampa sur quelques centaines de kilomètres, je ne sais plus exactement, mais il y a pas mal de kilomètres tout seul. Et t'arrives à mi-course, donc c'est quand même énorme. Tu sais qu'il en reste autant, mais tu cherches vraiment à te soigner, à prendre des douches, à manger. Des besoins élémentaires. Ouais. Moi, j'avais une connexion. À ces endroits-là, tu avais des connexions, donc j'avais l'occasion d'appeler Fanny. Du coup, c'est important aussi plus important pour elle que pour moi. Mais c'est important qu'elle soit concernée quand même, parce que tu pars pas 30 jours et en gros pas de nouvelles, c'est pas simple. Pourquoi pas, hein. Mais là, tu as l'occasion de pouvoir échanger avec tes proches, c'est important. Et puis en fait, elle m'apporte quand même des conseils. C'est quand même des conseils sur le reste de la course. Tu arrives à regarder sur où sont les autres concurrents aussi. C'est l'occasion de regarder un petit peu, voir l'évolution des autres. Est-ce que tu es à la ramasse, en fait? Est-ce que tu n'avances pas ou pas? Puis en fait, tu t'aperçois que on est tous dans le même rythme, en fait. Qu'il y en a un devant toi, une journée devant toi, l'autre 2 jours, 3 jours, mais en fait, tu es sur le même rythme. Et en fait, ce que tu t'étais dit sur le début de la course en partant doucement, en fait, tes écarts, ils sont creusés, puis en fait, tu avances. Donc, tu n'es pas du tout... pourtant, je suis à mi-course, je suis à 14-15 jours. Du coup, tu pourrais être un peu effrayé en disant, il en reste, je suis limite. Est-ce que je suis pas limite, toi? 15 jours pour faire mi-course, il m'en reste 15. Mais en fait, tu t'aperçois que tout le monde est un peu au même rythme, donc ça te rassure. Et puis, tu soignes tous tes bobos, en fait. Toujours pour préserver ton capital. Certainement qu'il a été un peu entamé, mais tu veux juste le préserver au maximum, quoi. Tu dois repartir à nouveau
Cette fois, c'est un tronçon qui va te donner la possibilité de longer le Yukon, le fleuve, pendant 220 km. Ça a été un moment plaisant pour toi? Oui, c'était un moment plaisant et j'avais quand même des doutes parce que le Yukon, du coup, là, tu arrives depuis le début, tu es un peu dans la montagne, voilà, c'est vallonné et c'est que le Yukon, ça va être plat. Donc, ça va être plat, ça veut dire quoi? Ça veut dire un peu de vent, pas de vent, vent de face, vent de côté, vent de. Du coup, tu sais pas trop ce qui va se passer et tu sais qu'il y a quand même quelques kilomètres, quelques centaines de kilomètres à faire. Donc, tu sais pas trop. Et en fait, ça se passe plutôt bien. Voilà, j'ai fini, je suis à mi-course et en fait, j'enchaîne le Yukon dans un très bon rythme en fait. Ça va vous faire sourire, mais une moyenne de 6 km/h, 6,5, ce qui est quand même pas mal, et pendant des heures, des heures et des heures. Et donc, j'enchaîne vraiment. C'est assez rassurant de dire à mi-course ce que tu es capable de faire. Donc, ça me rassure vraiment. Donc, j'enchaîne tout ce Yukon en 2 jours. Alors, je pensais faire ça en 3 jours. Donc, ça te regonfle à bloc et tu sais qu'à la fin, tu sors du Yukon et qu'il y a encore une autre course qui continue, en fait, dans un autre paysage. Mais ça se passe plutôt bien. Donc, heureux de ça. Et tu sais que ça avance. Ça avance. On tient le bon bout, quoi, quand même. Voilà. Plus que 600 km. Ouais. Mais oui. Et si tu regardes derrière, et puis tu regardes la carte, et la carte, oui, forcément, tu montes de plus en plus sur la carte. Ouais, ça progresse. Est-ce que tu peux nous parler des centaines de kilomètres qu'on suivit, et notamment un passage dans la mer de glace qui a été incroyable, étonnant, pas forcément assez accidenté, en tout cas un terrain pas forcément très très simple à manœuvrer. Est-ce que tu peux nous parler un peu des centaines de kilomètres qui ont suivi? Ouais, alors la traversée de la mer de glace, c'est sur une centaine de kilomètres en fait. Donc tu le vois sur la carte depuis des années. Je le vois que là, il y a la mer de glace. Voilà, c'est la mer de Bering, l'océan Pacifique. C'est un peu le mélange des deux. Et tu vois bien que c'est sur la mer. Tu te dis à quoi ça va ressembler. Ça va être gelé. Oui, évidemment, c'est gelé. Il n'y a pas de problème. C'est dur et tout. Et j'ai regardé un petit peu un endroit où j'avais une connexion. Là. J'ai regardé un peu ce qu'avaient fait les concurrents d'avant et je vois qu'il y en a un que je connais, qui le faisait en ski, qui est plutôt assez bon, un Danois qui connaît bien le froid, il n'y a pas de souci. Et j'ai vu qu'il s'était perdu en fait entre 2 points et ça a paru bizarre. Je vois bien sur sa trace en fait qu'il se perd dans tous les sens. Et qu'après, il continue et il s'arrête au milieu de la mer de glace. En fait, il y a un petit îlet en fait, avec une petite cabane qui est assez rassurante. C'est assez rassurant de savoir qu'il y a cette petite cabane, en fait. Et je vois qu'il reste longtemps. Et du coup, dans ma tête, je me dis, c'est bizarre qu'il reste longtemps, en fait. Donc, voilà. Et j'apprendrai après, en fait, que en fait, il a abandonné. Il s'était gelé 2 doigts, en fait, parce qu'il s'était perdu de nuit en ne retrouvant pas la trace. Et je pense qu'il a paniqué, en fait, parce que la trace était assez simple à trouver. Mais bon, c'était la nuit et tout. Du coup, je me dis, quand je vois qu'il abandonne ici, je dis, bon, c'est pas normal. Enfin, c'est un gars comme ça, il est bien parti, il reste, voilà, soit méfiant, rigoureux, prudent. Donc voilà, j'attaque cette étape-là. Je voulais la faire en deux étapes, en fait. Je pars un matin à 2h du matin. Et puis j'avance. Le vent se lève, mais un petit vent de rien du tout. Peut-être à, 20-30 km/h, rien, mais de face. Bref, de face ou juste de côté, de 3/4, mais toujours là. Toujours là. Il doit faire -20, c'est pas la fin du monde, mais le vent, voilà. Et mon idée, c'est de s'arrêter à cette petite cabane sur l'îlet, en fait, au milieu de la mer de glace, en me disant, ouais, je vais y arriver à 15h, je suis parti à 2h du mat. C'est pas mal, ce sera une bonne journée. Et en fait, j'y arrive, et en fait, mon écharpe et mon bœuf a glissé. En fait, je me retrouve avec la glotte gelée. Et je le sentais, en fait, je le sentais bien. Quand je me rapprochais, j'ai un truc qui va pas. Il faisait pas très froid, mais le vent, voilà. Tu vois, ça a été passé entre l'écharpe, quoi. J'arrive dans cette petite cabane de l'îlet. Je sais plus comment elle s'appelle d'ailleurs. Voilà, bref. Et je regarde un petit peu dans quel état c'est. Et puis voilà, avec mon téléphone, je regarde, je prends une photo et je vois bien que c'est un petit peu. Ça a une petite brûlure, quoi, une petite engelure. Je dis bon. Alors je me soigne, j'ai des huiles essentielles, plein de trucs. Voilà, je panique pas. Hein. Je me dis bon,
ça va, je l'ai pris à temps. Il fallait pas 2-3 heures de plus, quoi, en fait. Donc ça va, ça se passe bien. Par contre, je suis au milieu dans cette cabane et en fait, la porte ferme à peine et il y a un vent de malade et waouh, c'est pas très propre. Normal, hein, c'est une cabine shelter. Et, je dis, oh non, mais il est 15 heures, je passe pas la nuit ici. Et 15 heures, c'est pas possible, je reste pas là. Puis j'étais plutôt en forme. Du coup, je décide de continuer en me disant, il me reste 70 km et je continue jusqu'au prochain village, qui est un village. Et je sais que c'est une école, un gymnase et t'es au sec. Du coup, je repars à 15 heures après avoir mangé tout ce qu'il faut. Et en fait, c'était interminable. En fait, c'était un vent de face, toujours de face, jusqu'à 3 heures du mat, jusqu'à 4 heures du mat, 15 heures à 4 heures du mat. T'as un vent de face, toujours, qui s'arrête jamais, en fait. Et ça a été interminable. C'était... je savais que je ne devais pas craquer ici, en fait. De toute façon, j'allais pas dormir là. C'était hors de question que je sorte mon duvet ici. Enfin, pour moi, il fallait pas le faire ici. Enfin, voilà. Y dormir, ça, je me dis, ouais, s'il faut, je vais y dormir. Mais le matin, quand je vais me réveiller, je vais jamais en sortir de mon duvet. Avec ce vent-là, il baisse jamais, ce vent, en fait. En fait, j'ai appris qu'il y avait toujours du vent ici. Toujours. Pas une grosse bourrasque, mais toujours du vent. Du coup, je continue cette progression et ça a été interminable. J'ai vu le village, j'ai vu la première lumière, j'ai dû la voir tomber de la nuit à 18h en me disant ouais, c'est pas loin. J'y suis, comme on le fait tous. Et puis d'ailleurs, je croyais même que c'était une motoneige, je pensais même pas que c'était le village. Et première lumière à 18h quand elle a tombé, la nuit, 19h. Et puis tu y arrives à 3-4 heures du mat. Avec des aurores boréales, hein, tout le long, toute la nuit pratiquement. Belle compensation. Ouais. Mais quand tu sais qu'elles sont là, tu sais qu'il fait froid. En général, le froid arrive. Les aurores arrivent, le froid arrive avec. Et tu es dans une lutte totale. Là. C'était quand même une étape assez dantesque. Et tu sais que si tu y arrives, tu es en haut de la carte, tu as fait tant de kilomètres et ça sent bon, quoi. Mais il faut y arriver. Et au bout du compte, le petit bilan de la journée, c'était j'étais parti à 2 heures du mat et je suis arrivé à 4 heures du mat, 26 heures de cette étape. Et dantesque, et tu sais que c'est pas mal. Tu sais que soit si ça reste comme ça, il n'y a pas de raison que tu termines pas. Tu sais pas ce qui va se passer demain, puisqu'il peut y avoir une tempête et tout s'arrête. Ça n'en sait rien, mais a priori, il n'y a pas de raison que... Alors, tu restes prudent, mais tu te dis, allez, jour après jour, et ça sent bon, quoi. Donc, voilà. Je vais te demander de compiler, de synthétiser peut-être en une question un peu. Alors, ça fait beaucoup de centaines de kilomètres, mais ce qui t'attend encore jusqu'à l'arrivée à Nome, voilà, les centaines de kilomètres suivants, on a compris l'état d'esprit dans lequel tu es est très positif, les perspectives sont quand même assez réjouissantes. Donc là, tu es dans l'élan, tu es dans la confiance. Comment est-ce qu'on tu les vis, ces kilomètres suivants, enfin ces centaines de kilomètres? En fait, c'est les kilomètres que je me suis souvent imaginé parce que sur cette carte, parce que les kilomètres, tu les imagines sur la carte que tu vois. Donc, je longe le Pacifique, la côte du Pacifique pour aller jusqu'à Nome. Moi, je m'étais dit que ça allait être habité, je ne sais pas pourquoi, qu'il allait y avoir plein de maisons. Une côte, je sais pas pourquoi, peut-être même pas une côte normande, hein, faut pas exagérer, mais j'imaginais beaucoup plus de maisons. En fait, il y a des villages et après un village, il n'y a plus rien. Donc il y a quelques villages, mais ils sont enchaînés sans trop de difficultés et en appréciant chaque journée en fait. Et je croisais chaque village avec, je voyais la directrice de l'école, je voyais les enfants et chaque arrivée dans chaque village, j'ai dû croiser trois villages entre deux jusqu'à la fin de l'arrivée. Et c'était un vrai bonheur à chaque fois, en fait, tout simplement. Je sentais tellement que ça se passait bien que je regardais un peu aussi de temps en temps ce que faisaient les autres pour voir un petit peu. Mais en fait, je dis, je suis comme les autres, je suis dans le même rythme que les autres et ça se passe bien et continuons et apprécions et
Et voilà, ça n'empêche pas que c'est quand même... ça reste dur parce qu'on est quand même dans des moyennes de 16 heures, 18 heures de marche. Faut quand même continuer à gérer, mais tu sens bien que l'euphorie, elle est quand même... Elle est pas loin. Alors, Est-ce que paradoxalement, tu as un autre sentiment à l'approche de la toute fin, qui est ce retour un peu à la réalité, c'est peut-être probablement pas le bon terme, mais en tout cas à une autre vie. Est-ce qu'il y a aussi un peu d'appréhension de reconnecter à tout ça? Et ça marque aussi la fin de ce projet-là, qui est un projet de vie quand même, qui n'a pas duré seulement 30 jours, que tu as construit dans le temps. Est-ce qu'il y a aussi ce truc de se dire, tout ça va prendre fin aussi en même temps que je vais retrouver ce qui m'est cher? Ouais, j'en prends conscience, mais en fait, je suis quand même tellement content de terminer parce que ça reste long. Et j'ai tellement l'impression d'avoir profité de chaque jour, comme je t'expliquais, d'avoir été conscient. Voilà, là, c'est une course en pleine conscience, quoi, de savoir ce que tu fais tous les jours, que l'arrivée prend le pas sur tout ça. Il y a pas de, je me dis pas, je vais jamais y retourner. Je me dis que je vais jamais y retourner. Enfin, je vais jamais y retourner. Pour moi, je pense que ça y est, c'est fait. Mais il n'y a pas de regret par rapport à ça. Je dis, voilà, c'est accompli comme tu l'as dit. Et ouais, je vais me reconnecter et je vais revoir mes proches. Et j'oublie pas que tous les jours, c'était vraiment formidable. Tous les jours. J'ai vraiment eu conscience de ça. Et j'ai tellement... Enfin, c'est difficile à expliquer, mais ouais, je la referai. Je pourrais jamais la refaire de la même façon, forcément. C'est cette première fois-là. La deuxième, ce sera jamais pareil. Peut-être demain, j'irai la refaire, mais ça peut pas être pareil. Donc, il fallait l'apprécier. Je l'ai apprécié et j'en suis vraiment heureux. Tu as bouclé donc cette Idita 1000 en 27 jours, 10 heures et 46 minutes, large quand même sur la barrière horaire quand même. Ouais. Tu as été le premier Français pour l'occasion à finir cette course. C'est quoi, Eric, tu penses les clés de ta réussite? Qu'est-ce qui a fait que ça a passé pour toi? Moi, je pense que c'est un mélange de tout, du physique, de l'expérience, mais... J'ai aussi l'impression que tu as gardé la tête froide dans plein de situations. J'ai l'impression que tu ne l'as jamais gagné par je me suis toujours donné un peu un triptyque de patience, prudence et intelligence. Tu sais, cette espèce de petit truc-là. Sois patient, fais pas n'importe quoi, va pas plus vite que la musique. Sois prudent parce que oui, sois prudent, mais sois prudent de ton physique. Te mets pas dans le rouge parce que ça se tirera dans le mur, comme tout ce que j'expliquais avant. Puis intelligent, enfin... toute proportion gardée, c'est l'intelligence de course, c'est de s'adapter à chaque situation. Moi, je pense que c'est la recette. C'est la recette pour y arriver. C'est ma recette. Je dis c'est la recette. Non, c'est la mienne. C'est très subjectif. Chacun a la sienne, mais je suis content de... Chacun voit Lydie à sa porte. Voilà, c'est ça. Improvisation, ça, par exemple. Tu vois, pas mal. Ouais. Mais ouais, je crois qu'il faut rester humble sous ces latitudes. Je veux dire, là, cette année, l'année dernière, je l'ai fini. 2020, je peux la refaire. Il peut y avoir une tempête dès le premier jour et arrêter dès le premier. Enfin, il y en a plein qui s'est arrivé. Donc peut-être il y a un petit coup de bol, j'en sais rien. Mais tu sais rien, tu peux rien planifier. Rien. Tu peux t'arrêter au bout de 10 jours, 20 jours, 30 jours. Il y a eu tellement plein de configurations comme ça que, en fait, ouais, c'est bien, tu l'as terminé, mais t'es rien par rapport à un gros temps qui va arriver. Et puis, voilà, ça s'arrête. C'est ça la course nature. La course nature, c'est que tu sais pas ce qui va se passer. C'est l'essence du truc. C'est ce que tu viens chercher aussi. Ah oui. Donc, ça bouscule ton quotidien. Et puis, rien n'est écrit, donc forcément, c'est chouette. C'est voilà. Et puis, je voudrais aussi dire que je vais pas dire que tout le monde peut le faire, mais si tu as vraiment envie de le faire, purée, il faut y aller. Faut pas y aller du jour au lendemain, mais j'ai mis presque 10 ans à y aller, en fait, au bout du compte. J'aurais pu faire plus long, plus court, c'est pas le problème, mais il y a vraiment rien d'impossible, en fait, à le faire, en fait.
si tu es méthodique et organisé et consciencieux, enfin voilà, tout ce que un peu j'expliquais depuis le début, il n'y a pas de surhomme, il n'y a pas de course la plus dure du monde. Voilà. On a envie de quoi après, Eric? Est-ce qu'on est vite dans la projection ou ce qui prime avant tout, c'est quand même l'envie de savourer, de prendre le temps et puis surtout de ne pas banaliser ce qui vient d'être réalisé? Ouais, c'est ce que je disais. Je dis souvent ne pas banaliser l'exploit et profiter de ce que tu as fait. Et c'est assez difficile parce qu'en fait, quand tu atteint ce Graal, en fait, après quoi tu cours depuis pas mal de temps, qu'est-ce que je fais demain? Est-ce que je vais faire les 10 km de Tiberville ou de la même façon ou traverser la Réunion? Je sais pas. Donc c'est assez difficile quand même, vraiment. Alors est-ce que c'est la fin d'un truc? J'ai vraiment... C'est la validation aussi. C'est ouais, voilà, c'est validé. C'est plusieurs semaines après, je me suis toujours dit non, mais c'est bon, c'est fini. Et puis en fait, des fois, je me dis ah là là, purée, en fait, ah merde, j'ai envie d'y retourner quoi. Je dis merde parce qu'en fait, parce que je pense pas que je repartirai 40 jours comme ça sans mes proches en fait. C'est assez difficile. Mais ouais, c'est cette addiction, ce vertige de toujours vouloir y retourner en fait. Mais ça va, je me soigne. Non, mais voilà, c'est assez difficile d'aller faire autre chose après. Et peut-être il faut pas. J'en sais rien, j'ai pas la réponse. Et comme j'ai pas la réponse de pourquoi j'ai fait ça, enfin, on s'interroge toujours de tout ça. Et chaque chose en son temps, on voit, on avance. Et puis voilà, le principal, c'est que je suis heureux, je suis vraiment, pour la première fois, vraiment heureux d'avoir fait ça. On va dire la seconde fois, quand, toi, après la Diagonale des Fous, il y a très longtemps, où il y avait un sentiment quand même d'un truc impossible que pour la première fois je faisais. D'autres courses sont passées et c'était chouette, c'était un beau moment. Là, l'objectif est atteint et ça n'empêche que la vie continue et qu'il n'y a pas que ça dans la vie. Mais c'était un beau moment. Donc là, il n'y a pas de projet à moyen terme, tu n'as pas stabilisé ça? Non. J'aimerais bien aller faire un petit tour au Groenland, par exemple, mais est-ce que ce serait en format court? Je crois pas. Je crois vraiment pas que j'irai. J'ai vraiment pas de ce genre de. J'ai pas de projet là-dessus. Peut-être, c'est pour ça que je me dis peut-être ça y est, c'est fini. J'ai du mal à te croire et je pense que tu ne te crois pas toi-même en disant ça. Non, mais voilà, c'est pour ça que je te dis, j'ai pas la réponse, mais pas tout de suite. Et puis, voilà, faut se préserver. Avec ton fils un jour, c'est une idée que tu as? Ah, il demande toujours quand est-ce que tu m'emmènes en Alaska, quoi. Et j'aimerais bien lui. Bon, voilà, il a 8 ans. Hein. Oui, non, bien sûr. Peu de temps. Ouais. C'est quand il aura. C'est 10-11 ans quand même. Ouais, c'est quand il aura 20, j'aurai 60. Alors, je sais qu'on peut à 60, mais ouais, je vais attendre c'est 12 ans. Ouais. Et Eric, c'est la dernière question de cet épisode, c'est le motto de la fin. Est-ce qu'il y a une devise que tu aimerais partager avec nos auditeurs, une phrase un peu emblématique? Ouais. Je me doutais bien qu'il y avait une question comme ça. Hein. et par rapport à tout ce que j'ai dit, en fait, c'est un peu mon adage, c'est en fait, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions, quoi. Si ta vie, si tu arrives à respecter ça, de dire, voilà, j'ai un problème, il y a une solution. Je le dis souvent à mon fils, hein, il dit, ok, la solution, elle peut être compliquée, mais avec ça, t'avances, quoi. T'avances toujours. Pour tout. Pour une course, en disant, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure sur, si vous voulez aller faire l'IDITA, allez-y. Le problème, c'est pas les 1000 miles, c'est les 1600 km. C'est un problème, mais il y a une solution. Il y a une solution pour pouvoir le faire. Oui, il y a des contraintes de s'y préparer, mais voilà. Et c'est bon pour plein de choses. Donc voilà. Merci beaucoup Eric, c'est malheureusement déjà la fin de cet épisode. Merci d'avoir partagé avec nous cet incroyable défi au cœur de l'Alaska qui est l'IDITA. On a vécu pleinement cette aventure avec toi, mais sans avoir à tirer la poulka ni souffrir du froid, ce qui est quand même indiscutablement un sacré confort.
Merci de nous avoir donné en tout cas à entendre avec tes mots aussi authentiques, avec une approche aussi pure de ces exploits et c'est le dépassement physique puis le dépassement mental que ça requiert. Voilà, c'est très inspirant et c'est très puissant en tout cas. Donc merci de nous avoir fait vivre. On a décroché complètement. Moi j'ai décroché de mon quotidien là pendant 2 heures. Tu m'as embarqué avec toi. Je te souhaite beaucoup de bonheur. J'ai passé un super moment. Voilà, Oui, plein merci. de succès et de plaisir dans tes belles aventures, seul, en famille, dans tous tes projets. Merci. N'hésitez pas à y aller. Ouais. Foncez tous à l'Édita, on se donne rendez-vous. Ça marche. À bientôt. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez écouté jusqu'ici, c'est qu'il vous a probablement plu. Alors n'hésitez pas à le partager autour de vous et également à vous abonner, à noter et à rédiger un avis sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est essentiel pour que Course Épique soit mise en avant et puisse ainsi continuer à se développer. Cela ne vous prendra que quelques secondes et ça change beaucoup de choses pour le podcast. Merci encore infiniment pour votre soutien et pour votre fidélité.